évidemment. Ok, alors, les amis, on se roule tranquillement. On avait fait cette tier list jeudi dernier. On est pas mal avancé, je vais juste faire quelques modifications. À savoir que j'ai mis déjà tous les personnages de Runaway, je les ai mis en bas, puisque Moon Knight, je les ai mis aussi en bas. Donc je me suis dit qu'on fera une mise à jour spéciale sur Runaway. Mais pas tout de suite. Et puis après, j'ai changé quelques images, comme Peggy Carter, qui avait été donc mise à jour, ou Flèche Noire, que j'ai mis je ne sais plus où, que j'ai vu tout à l'heure, voilà, juste là, qui est également donc mis à jour. Et puis évidemment, j'ai mis Captain Marvel, celle-ci. Alors avant, je l'avais appelée Maria, donc c'est pour ça. Et puis en fait, oui, c'est pareil, j'en ai carrément refait une autre pour enlever le doublon en bas. En fait, après Yondu, il y avait un doublon. Donc j'ai carrément refait en fait du début. Voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver jusqu'à la lettre L, du coup, pour avancer tranquillement, pour faire les Loki une prochaine fois, garder tous les. En fait, le L, il y a beaucoup de choses intéressantes en L. Je vais pas vous teaser, hein, mais je vais pas vous mentir que ce collectionneur, ce bouffon vert, tous les Loki qu'il va y avoir, quelques personnages intéressants vont être dans les L en fait. Et puis après, sans parler après des autres lettres, comme par exemple Mordo, ou Matt Murdock, enfin. Je vous passe les personnages les plus intéressants qui se trouvent après. Là, on va quand même en avoir pas mal quand même aujourd'hui, puisqu'on va aller jusqu'à la lettre L, donc on va passer par le Punisher, on va passer par Gamora, enfin, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc c'est parti. Commençons tout de suite. Alors, Captain Marvel, celle du film Doctor Strange, de ce fait, qu'on voit 5 secondes, qui a pas autant de développement que Flèche Noire ou Peggy Carter, puisque justement, elle, on nous l'a introduit comme ça. En fait, le problème, c'est que j'ai réfléchi à un truc sur les Illuminati cette semaine, c'est que je me suis dit, on ne sait pas si les Avengers existent dans ce monde. Puisque les Illuminati, normalement, ça rejoint les leaders de différents groupes de super-héros pour justement se retrouver plus tard à sauver le monde et à prendre des décisions surtout compliquées. Donc, est-ce que les Avengers existent, etc. Du coup, ben, je serais pas trop contre de ne pas la mettre trop bas, puisqu'elle a quand même une bonne apparition et elle a une bonne scène de combat, mais elle meurt bêtement. Je trouve que la mort par écroulement de pierre est loin d'être géniale. Donc, en vrai, c'est un doute, ça va entre Osef tiers et correct. Mais, comme j'hésite dans correct, je pense qu'on va la mettre dans Osef tiers, mais élevé dans Osef tiers. Donc, c'est-à-dire que pour moi, elle va dans cette catégorie-là. Mais où, je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai du mal à m'attacher plus à elle qu'à Carole, puisque Carole, on a un film entier sur son origin story. Mais Maria, si c'est bien son nom, elle est quand même dans le film et on peut supposer que dans cet univers, elle a à peu près la même origin story du coup, juste qu'elles ont inversé les places. Ça va chercher un peu loin, mais c'est une possibilité. Euh... Je sais pas trop. En vrai, oui, non, les deux Captain Marvel ensemble. Juste celle-là, parce qu'on a un film entier et que celle-là, on peut juste supposer. Ça me semble pas trop mal. Non, en vrai, non, ouais, non, finalement, elle est bien à sa place. Elle a pas assez d'apparitions de potes intéressantes. Ebonimo, c'est marrant, c'est le seul membre de l'Ordre Noir qui est intéressant en fait. C'est simple, c'est le seul qui va aller dans Cool déjà, puisque c'est le seul qui a une scène de combat vraiment intéressante, c'est-à-dire que tous les autres sont roulés dessus, et bah, il est pas plus intéressant que la version, que ce que je veux dire, il est plus intéressant que la version comics. Mais c'est faux, parce que la version comics est plus fourbe, là on est vraiment face à un magicien. Mais un magicien qui, quand même, qui est cool, et qui a à peu près réussi son objectif. Pareil, il meurt bêtement, mais bon. Je sais pas. Le perso, à mon avis, est pas plus cool que la barrière entre ces trois-là, entre Agatha, Captain. À mon avis, il dépassera pas du tout Bobby. Enfin, il dépassera pas Phillips. Pardon. Mais à mon avis, il dépassera pas Bobby non plus. Je sais pas. En vrai, j'ai envie de le laisser là, genre en dernier. Parce que, en vrai, Ebony, c'est pas. Il a un bon design. C'est-à-dire ils l'ont pas loupé le perso. Il a une voix, alors VF, parce que moi j'ai regardé en VF, qui est, on va dire, entraînante, qui nous permet d'aller dans le perso, on va dire. Et une voix comme s'il était fourbe, quoi. Tu mets le perso en fourbe avec cette voix-là, ce serait génial. C'est un magicien, il est stylé, c'est quelque chose. Je sais pas trop. En vrai, j'ai quand même quelques doutes sur sa place. Parce qu'il aurait pu avoir mieux dans le film, en vrai. Bon, en vrai, cool. À la fin de cool, ça me semble bien. Il mérite pas d'aller au-dessus, il a pas. Ça reste l'ordre noir quand même. L'ordre noir est quand même assez claqué.
Echo. Alors, Echo. Bon, Echo. En vrai, je me suis pas attaché au perso. C'est que ça va être dans correct. Je me suis pas du tout attaché au perso. Mais la série Hawkeye, je trouve qu'ils l'ont. En fait, c'est son origin story, si vous voulez. Et moi, j'ai du mal à m'attacher à certains persos dès leur origin story. C'est souvent le cas. Elle est cool quand même. Parce qu'elle se bat bien. Elle est cool parce que. Elle a quand même une origin story. Genre, le dernier épisode d'Hawkeye, ça passe. Après, je rappelle qu'il y a la série Echo qui est actuellement en développement, mais à part ça, on n'a pas trop l'occasion de s'attacher au perso. On ne voit pas, non plus énormément en vrai Echo. On ne voit pas non plus des masses. On en voit plus que les autres méchants, c'est sûr, mais. Je sais pas trop. En vrai, j'ai quand même un doute là. Est-ce qu'elle est plus cool que Cléa? C'est sûr. Cléa, de toute façon, on la voit pas assez, donc c'est sûr qu'elle est plus cool que Cléa. De toute façon, ceux qui sont en dessous de Cléa, en vrai, c'est un peu triste, dans le sens où le perso apparaît 2 minutes, il est plus intéressant que vous déjà, donc déjà, il y a une base de tristesse déjà à votre place. On va mettre déjà au-dessus de Cléa, ça c'est sûr. Après, ouais, au-dessus de Crâne Rouge, sans aucun doute. En vrai, il est plus intéressant que Crâne Rouge, je trouve. Quand j'ai réfléchi, Crâne Rouge, en vrai, le design est pas mal, mais Yonrog, déjà, le jeu de l'eau, je l'adore, déjà, pour commencer, petit 1. Bon, Hugo Wearing est pas mal du tout, je ne dis pas le contraire, mais je préfère largement le jeu de l'eau. Le perso est quand même plus charismatique, et puis, bon, je sais pas, Crâne Rouge, je trouve qu'il a un potentiel gâché. Voir Crâne Rouge revenir dans le présent actuel du MCU serait génial, tu vois. Le fait qu'il y soit pas encore, ça gâche quand même pas mal de choses, je trouve. Mais ça va jouer sûrement là, je pense à peu près. Dans cette ligne-là, elle dépassera pas de Sitwell, de toute façon, je pense. La question c'est où est-ce qu'elle va aller entre tout ça. Hmm. Victoria, quand même, avec son retour en saison 7, puis sa force de caractère en fait qu'elle a, je pense qu'on peut la laisser là. Echo, en vrai, elle est basique, quoi. C'est l'origine story. Pour l'instant, elle va là. Elle a quand même une marge d'évolution avec la série Echo, et potentiellement Daredevil, je crois qu'elle apparaît dedans. Donc, Ah, Edwin Jarvis. Alors, Edwin Jarvis, c'est le majordome pas de Tony, mais de son père, qui s'appelle Howard. J'ai eu un gros blanc. Quand j'ai dit qu'il s'appelle, je ne sais pas son prénom, ça m'est revenu juste après. Donc Howard Stark, qui apparaît dans la série Agent Carter et dans Endgame. Et le perso est cool. Il ira pas dans super cool, il ira pas dans correct. Enfin, en vrai, j'aurais pu le mettre dans correct. Parce qu'il est un peu chiant quand même sur ce point de la série. Il a quand même un bon développement. Évidemment, Agent Carter est canon au MCU, je le rappelle. Mais hmm. J'ai quand même un doute en vrai, hein. Enfin, permettez de me poser des questions, mais. Vous voyez, pour moi, il va rester dans cool. Ok, donc j'en ai la catégorie. Pour moi, il restera là. Après, il est quand même développé sur 2 saisons. Après, le défaut avec Agent Carter, c'est que ça a été stoppé en plein milieu comme ça d'un claquement de doigts. Donc, du coup, on a plein d'intrigues pas terminées. Mais il est quand même montré. Ouais, non, il est montré comme un bon perso en vrai. Plus intéressant à mes yeux que Mac. Ouais, plus que Bobby, je pense qu'on peut le dire. Peut-être pas plus que Phillips en vrai. Il dépassera pas Captain America, c'est sûr. Ça va jouer entre Phillips et Jarvis. Je sais pas. En vrai, Phillips, je me suis vraiment attaché à lui comme perso. Mais genre vraiment. Et assez vite. Mais alors, Jarvis, j'ai un peu à m'attacher. Non, je pense que ça va rester comme ça. Jarvis, j'ai quand même un peu de mal à m'attacher. C'est pas extraordinaire, c'est pas. Laissons-le comme ça en vrai. Ça me semble pas mal. Ego. Ego, le père de Peter Quill, la planète vivante, tout le tralala. Ego. Hmm. Hmm. On va te mettre où, Ego? En vrai, correct, me semble pas trop mal. Dans le simple fait que c'est une planète vivante, c'est cool, l'acteur est pas mauvais, le personnage en soi-même n'est pas ennuyeux, mais il est pas cool. J'ai pas vraiment adoré son truc dans le film. Après, le film était bon, hein, mais le perso en lui-même n'est pas super exaltant. Je pense qu'il va rester là, quoi. Maintenant, la question, c'est qu'il va dépasser Sitwell. Déjà, la première marche, le premier milieu est là, vous voyez. Ce qui veut dire qu'on regarde s'il dépasse Sitwell. Non. En tout cas, il dépassera pas Sitwell. Ok.
dans mon avantage à moi, enfin dans mon historique à moi, on va dire que non. Parce que Sitwell, comme je vous l'ai dit, hein, il apparaît partout et c'est un agent Hydra et on s'en rend compte. Et quand on voit où est-ce qu'il est apparu, en fait c'est sympa de se rendre compte que c'est un agent Hydra. Il y a vraiment cette intrigue, ces intrigues un peu d'espion, vraiment je suis un peu plus... En vrai si j'étais pas du tout subjectif, j'ai toujours un doute sur les deux mots. Non, si j'étais pas du tout objectif du moins, je pense que Pierce et Sitwell seraient peut-être un petit peu plus élevés dans un certain sens. Moi j'essaie quand même de rester un peu objectif quand même sur les idées par rapport aux autres persos quoi. Mais Ego, ouais, alors Ego, il est. Je sais pas. On l'a quand même vu en pleine vivante, mais on l'a pas vu assez longtemps pour qu'il soit super haut. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il dépassera pas. Il dépassera pas ça déjà. Cette ligne-là, là. Hop, ça c'est le maximum qu'il aura. Après, l'acteur est bon. Son but est moyen. Il a un but, c'est de survivre et de conquérir un peu, entre guillemets, l'univers. C'est un peu basique dans un sens. Mais il a un côté, tout début, il est un peu chiant, vous voyez. Genre, pour moi, à cause du début, il pourrait très bien se retrouver là, sans trop de problèmes, en fait, à cause du début du film. Après, je peux comprendre. Quand je dis le début, c'est le tout début. C'est-à-dire que vraiment, quand il rencontre Peter, quoi. Juste le début. Même la scène dans le vaisseau, tout ça. Après, dans le vaisseau, il est pas vraiment là. J'en suis bien conscient. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand il le trouve, quand il lui dit qu'il est un peu boudiné, si je me souviens bien, un truc comme ça. Vraiment, cette partie-là, quand on y pense, me fait perdre à moi un peu de charisme que j'aurais pu donner au personnage. Donc pour moi, Ego se retrouve en dessous Crâne Rouge. Le Crâne Rouge a quand même un charisme à toute allure, même si je suis pas fan de la fin et qu'il est sous-exploité pour moi. Il mérite quand même plus de charisme que Ego. Après, je peux pas le mettre quand même en dessous Cléa, parce que quand même, c'est quand même un bon méchant, c'est quand même une foutue planète vivante, c'était cool. Mais il mérite sa place très très largement au rang de correct. La mère de Bishop. En vrai, la mère de Bishop, elle est aux F tiers. Bah, littéralement. Le méchant ne sert à rien. Je veux dire, tout le long de la série, on en a un à foutre. Le fait qu'elle soit méchante, c'est une surprise. Certes, ça reste une surprise, mais c'est une surprise dont on s'en fout. Puis à la fin, bah, elle est emprisonnée. Bah cool, bah casse-toi. Donc en vrai, elle est aux F tiers, c'est sûr. Maintenant, à quel point elle est aux F tiers? Alors, en vrai, je m'en fous moins qu'Aldric Killian, ça c'est sûr. Je m'en fous peut-être un tout petit peu moins qu'Alveus. En vrai, je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle dépasse aussi. Non, Radcliffe, il a quand même une histoire. Radcliffe, il est quand même intéressant dans l'idée. Radcliffe, en saison 3, il est aux F tiers, vraiment, mais au plus bas. Et la saison 4, je le remonte un petit peu. Il a quand même une bonne fin, il est un peu en rédemption, vous voyez, en quelque sorte. Il mérite clairement de se retrouver là. Au-dessus d'Eleanor, en vrai. Non, Eleanor, elle est pas du tout attachante, elle est. On mérite d'aller là, largement. Electro. Alors, moi, Electro, je vais quand même compter son passif. Je vous rappelle qu'il a un passé. Le perso, c'est The Amazing Spider-Man 2. Il a un passif. Donc, quand on a un passif comme ça, on est obligé de le prendre en compte dans le perso. Si je le prends en compte, le perso dans le 2. Et. Je suis désolé, hein. Mais Electro. No Way Home, je l'ai adoré. Son design. Pas forcément son écriture de perso. Parce qu'il était quand même plus exploité dans le 2, il avait quand même une. Dans le 2, il est parfait en termes d'écriture des personnages. C'est vraiment le personnage qui est invisible au lieu de tout le monde. Il a aucun pouvoir, tout ça. Il est invisible, il est à chier. Tout le monde lui chie dessus. Et il y a un moment où il meurt. Pour lui, de son point de vue, il meurt. Il se rend compte que même quand il meurt, bah, tout le monde s'en fout. Et d'un coup, il se rend compte qu'il est surpuissant. Il veut juste retrouver son ami Spider-Man, parce que c'est le seul qui, pour lui, compte tout. La personne de base, Electro, faut prendre en compte que la perso de base est un malade mental, d'accord? C'est le cas. Quand t'es autant attaché à quelqu'un comme Spider-Man et que c'est toute ta vie, que t'as des décorations, que tu parles avec lui, etc., pour de faux, tu es un malade mental. C'est pas. C'est un fait, je suis désolé. Mais, au moment où il rencontre son idole, son pire cauchemar arrive et Spider-Man lui vole la vedette. Au moment où lui, le seul moment de sa vie, où il a tous les projecteurs sur lui, et là tout le monde s'en fout pour Spider-Man. Donc évidemment ça lui donne la rage.
Et là, de ce point de vue-là, là, il y a le déclic mental et il devient méchant. Voilà. Et là, dans Spider-Man, on va dire No Way Home, il voit un autre Spider-Man. Premier réflexe, c'est l'attaquer. Surtout que l'autre Spider-Man l'a attaqué en plus avant ça. Mais il se calme un peu quand il sait que c'est pas son Spider-Man. Parce que je pense que les scénaristes ont dû prendre un petit peu en compte que le perso, bah déjà il pouvait y crever, alors que lui il a pas du tout envie de crever, c'est pas du tout son objectif. Mais il a quand même des doutes, vous voyez, il a plus confiance autant en Spider-Man. Et à la fin, bah il retrouve quand même une certaine, pas collaboration, mais il a une certaine entente avec Spider-Man. Donc on retrouve le perso. S'il y avait un The Amazing Spider-Man 3 qui prenait en compte No Way Home, revoir Max en tant qu'allié de Spider-Man serait, de mon point de vue, extraordinaire en fait, c'est simple. Le perso est quand même super cool, puisque il a quand même une bonne écriture de personnage, et dans No Way Home, son style, comme ça, quand il apparaît à la Tour de la Liberté, est un style que j'adore. Le moment où il a les 3 étoiles sur le visage, qui correspond au cara du perso dans les comics, c'est survalidé. Le fait qu'il se serve du réacteur arc pour se booster, c'est survalidé également. Donc le perso est super cool. Maintenant, à quel point? Bah là où il est, je pense, en fait. En fait, pour moi, il peut pas surpasser Octopus, parce que Octopus a la scène du pont à son avantage. Il a un des, je sais pas. En vrai, je pourrais même pas vous dire lequel des 3 premiers Spider-Man j'ai préféré. Mais il est quand même, du point de vue populaire, en tout cas, adoré par tous, le Spider-Man 2. Pas de mon point de vue, c'était pas le meilleur non plus. Je sais pas encore, faudrait que je réfléchisse un petit peu pour voir. Faudrait peut-être que je les revoie, je sais pas. C'est pas le préféré. Mais il y a la scène du pont à son avantage. Il y a le fait d'avoir la scène où il va sauver tout simplement les Spider-Man d'Electro. Et il a la scène avec Tobey Maguire qui est quand même super cool. Et il y a le moment où il aide Doctor Strange contre le bouffon vert. Le perso a tout pour lui. Electro a un peu moins de choses pour lui. Et après, face à Triplet, c'est l'agent secret par excellence, Pixel. Et il est quand même, il mérite super cool. Je pense qu'Electro est juste en dessous en fait. Mais Electro quand même mérite super cool quand même. Electra d'autres choses, j'en sais pas assez, on va la mettre là parce que j'en souviens plus assez. Yo-Yo. Yo-Yo est cool. Mais Yo-Yo, il y a eu dérapage incroyable en saison 5 qui l'a rendu pas trop top. En vrai, en saison 3, c'est en saison 3 qu'on la découvre. Oui, en saison 3 qu'on la découvre, elle est pas trop mal. On découvre le perso, on pose son origin story, on pose son caractère. Saison 4, elle change un petit peu, mais on va quand même développer une sacrée relation avec Mac. Relation qu'on va plus ou moins jeter à la poubelle par le futur, puisqu'en saison 5, elle va quand même péter un câble. Hein, elle va pas hésiter à sacrifier Coulson. En saison 5, elle va essayer de tuer une gamine. Enfin, en saison 5, elle a un dérapage complet. Saison 6, elle a carrément oublié Mac, on n'a plus rien à foutre. Enfin, saison 7, elle est pas trop mal. On découvre un petit peu le perso et elle finit comme Flash. Elle a un développement excellent en saison 7, mais la saison 5 et 6 ne sont pas du tout à son avantage. Le perso est donc correct pour moi. Maintenant, c'est à quel point il est correct. Bon, c'est pareil, sans tout Sitwell. Elle ne dépassera pas Sitwell, c'est sûr. Mais sûr de chez sûr. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'elle va aller avec tout ça. Ben, en vrai, elle va aller en dessous Victoria N, c'est sûr. Victoria N, en fait, on la voit pas assez pour établir qu'elle a été, entre guillemets, gâchée par la saison 5 et 6. Yo-Yo, elle a vraiment 2 saisons qui sont pas du tout à son avantage. Elle en a 2 saisons à son avantage, la 4 et la 7. La 5 et la 6 sont, à mon point de vue, un gâchis pour Yo-Yo. Et en vrai, on va la mettre sous Echo, je pense. Hein. On va la mettre au-dessus de Crâne Rouge, voilà. Parce que Yon Rock, vraiment, il a un truc dans le perso, je vous dis, déjà, jus de l'eau. Mais par rapport au perso, je pense qu'on peut largement le mettre là. Elle a quand même 2 saisons gâchées, je vous le rappelle. La saison 3, elle ne compte quasiment pas. Et la 4, c'est sur la fin. Donc en vrai, elle est un peu plus mauvaise qu'un peu plus cool, super cool, vous voyez. Donc je pense que Yo-Yo mérite très largement d'être juste au-dessus de Crâne Rouge et sans plus. Donc voilà, non mais ça me semble bien. Ça me semble équilibré. On est où l'abomination? Que je vois à peu près, que je me rende compte, elle est là. Ok, alors ça va. Bon, Betty, je m'en souviens plus. Alors, comment il s'appelle? C'est le Chronicom, mais j'ai plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Enfin, c'est le Chronicom dans Genre of Shield. Putain, ils ont gueulé son nom 6 fois en saison, c'est un bon. Alors, le perso, je me suis pas du tout attaché à lui. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé ou quoi, mais ce perso-là, j'ai clairement pas. J'ai clairement eu aucune attirance. C'est. Voilà, c'est tout. En effet, il parle comme un robot, l'acteur est excellent, ça c'est une chose quand même une bonne chose à mettre.
Mais pour moi, il va dans aux F tier, le perso, quoi. En fait, le problème, c'est que déjà, le perso vient du futur. Donc déjà... non, enfin, il n'est pas du futur. Excusez-moi. Je me suis trompé de chose. Il vient pas du futur. Mais pour moi, le perso... ouais, non, le perso n'est pas intéressant. Parce que... je sais pas comment vous dire ça. Bon, le fait qu'il parle comme un robot, ça me pose problème. Le fait qu'il court comme un robot me pose un problème. Il y a une scène où il court qui est absolument dérangeante pour moi. Mais la première fois que j'ai vu son sacrifice, j'étais quand même pas super bien. Son deuxième sacrifice en saison 7, je vous parle. Mais le fait est que... je sais pas, c'est une sorte de... En vrai, ça ne pourrait même pas vraiment justifier. C'est une sorte de feeling un peu que j'ai avec le perso. C'est-à-dire que pour moi, je m'attache pas du tout au personnage. J'ai aucune attirance pour le perso. Je suis pas trop impacté quand il était blessé. Je dis, il y a juste la deuxième mort qui m'a posé un petit peu problème. Pas la première, la deuxième. Un petit peu. Enfin, pas problème, juste m'a un peu fait... voilà, j'ai eu quelques larmes. Mais c'est tout. Je veux dire, non, il n'a aucun... Désolé mon pote, tu n'as pas touché mon cœur. Néanmoins, il a quand même un bon développement, puisqu'il va quand même virer de robots sans trop de pitié, sans trop d'émotions, avec des robots avec des émotions. Donc il va quand même évoluer. Donc je pense que le perso mérite quand même de bien monter. Et pour moi, bien monter, ça s'agirait d'aller... voilà, tu vas au-dessus d'Alric Killian, c'est sûr. Tu vas au-dessus d'Eleanor. Je pense que tu peux aller au-dessus de Radcliffe sans trop de problèmes. Je sais pas trop. Tu m'intéresses pas trop comme Chronicam, toi, en vrai. Je suis désolé. Tu m'intéresses pas des masses. Je sais pas. En vrai, j'hésite pour Captain Marvel s'il monte au-dessus. Je pense pas. Parce qu'au moins, Captain Marvel, je vous l'ai dit, on a une certaine sympathie et on a une origin story et elle reste badass. Même si les gens ne sont pas forcément fans, ce que je peux comprendre, il reste quand même une certaine sens un peu badass. Désolé, Enoch, mais Enoch, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais il s'appelle Enoch. Mais je suis un... je suis un génie. Un génie sous-estimé, mais un génie quand même. Donc Enoch, du coup, dont je viens de me rappeler là, mais son nom, mérite du coup largement, à mon avis, cette place-là. Voilà. Pas trop en demander, pas trop en parler. Lui, peut-être en saison 3 de Jessica Jones, j'ai pas vu. Alors, lui, j'ai des grosses questions qui me sont venues en tête quand j'ai vu ce perso. C'est qu'il s'appelle Ross. Comme... c'est en T, hein, Thaddeus. T'Challa. Il doit être par là. Voilà. Lui également s'appelle Ross. Les deux s'appellent Ross. J'ai pas compris. Je suis désolé, mais je vois pas pourquoi les deux s'appellent Ross. Et je sais pas s'ils ont un lien de famille, lien de parenté, je n'en sais rien. Ça m'a un peu perdu. Mais le perso est cool. Je pense que le perso peut largement mériter d'aller dans cool. Voilà. Sans trop de soucis. Après, ça dépend où est-ce qu'il va aller. On l'a quand même vu dans... On l'a vu dans quoi? On l'a vu dans Black Panther, c'est là où il a le rôle le plus long, je suppose. Dans le MCU en tout cas. C'est lui qui se trouve dans la Civil War. Bon, il a des petits trompages, on va dire, des petits dérapages. En fait, T'Challa, il est cool. En fait, T'Challa, il va quand même... Après, il fait quand même du commerce avec Klaue. Hein. Bon, ça, c'est le gouvernement américain, vous savez que c'est un peu la merde de base, de toute façon. Ils font toujours des marchés plus ou moins douteux. Il est plus attachant que Jarvis, ça c'est sûr. Maintenant, s'il dépasse ce trio-là... Je sais pas trop. Il est quand même cool, il est présent, et je pense qu'on va le voir de plus en plus dans les futurs projets du MCU, plutôt que Thaddeus Ross, puisque malheureusement, l'acteur en est mort. Voilà, lui il est mort. Donc, malheureusement, on ne reverra pas trop le perso, je pense, je suppose en tout cas. Donc, je peux pas trop, on va dire, en parler. Donc, je pense que ce Ross-là va devenir un peu plus impactant, un petit peu plus présent, je pense. Donc, pour ça, il va aller là. Je pense qu'il a une marge de manœuvre pour monter encore, hein, très largement, mais bah, il mérite sa place, on va dire, en cool, très très largement. Fandral. Alors, Fandral, c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Mais non, mais il faut dire les choses un petit peu en vrai. Le trio palatin, c'est du foutage de gueule dans ce film. Enfin, dans les films. Non, pas poubelle, mauvais. Non, mais ils sont mauvais. Le trio palatin, c'est comme l'ordre noir. Ils apparaissent pour se faire défoncer, en fait. Sauf Sif. Parce que Sif, elle a des apparitions annexes. Fandral, déjà, il a été recassé déjà. Mais dans le premier, il est pas forcément super cool. Dans le 2, il est un peu cool, mais c'est le moins cool des apparitions. Voilà. Faut être clair, hein, tous les autres, avec le je vais tuer Loki, au moins il y a un petit côté. Mais alors,
quand il se fait tuer par Hela dans Thor 3 en mode on en a rien à foutre, c'est du massacre. Mais pour moi, c'est du massacre un peu moins pire que l'Ordre Noir, parce que je connais plus l'Ordre Noir. En fait, le truc, c'est que l'Ordre Noir, il y avait un vrai potentiel de danger. Donc je suis vraiment déçu par l'Ordre Noir. Fandral, c'est juste, c'est le trio palatin. Il vous avez merdé, quoi, c'est tout. Donc voilà, donc Fandral, ça va aller. Ghost. Alors Ghost, je suis désolé, mais Ghost, ça va dans cool immédiatement. Ghost, elle a une actrice qui joue très bien le perso, et le costume de Ghost, c'est le costume parfait. Dans les comics, Ghost, je trouve qu'il a un costume dégueulasse. Dans l'animé Iron Man, je sais plus comment, là, c'est quasiment 2-3 trucs près, à peu près le même costume. C'est stylé, mais ce costume est stylé de fou. Le truc, c'est que si elle pouvait contrôler ses pouvoirs, ce serait encore plus stylé. C'est dommage qu'elle ne puisse pas les contrôler. Donc, si elle les contrôlait, elle était en super cool. Elle les contrôle pas, donc elle n'est pas en super cool. C'est un peu le seul problème, c'est le contrôle de ses pouvoirs. Parce que si elle pouvait les contrôler, elle était super badass. C'est le seul problème. Maintenant, il faut voir son futur dans le MCU. C'est-à-dire que moi, dans Ant-Man 3, j'aimerais bien la revoir, en vrai, vous voyez, pour voir un peu ce qu'est devenu le perso. Voir qu'elle apporte son aide. Mais elle le fera pas forcément. Mais Ghost est plus sympa. J'ai trouvé, je me suis plus attaché à Ghost. Genre, elle va dépasser Agatha sans aucune difficulté. Maintenant, c'est après que ça va se jouer. Elle ne dépassera pas à aucun moment Christine Palmer. Celle-ci, en tout cas. C'est-à-dire que ça va jouer entre là et là. Et je pense qu'un perso qui traverse les murs, qui apparaît dans le meilleur film actuellement, pour l'instant en tout cas, entre Ant-Man et Ant-Man 2, elle apparaît dans Ant-Man 2. Ant-Man 2 est bien meilleur qu'Ant-Man 1. Ils ont un peu plus osé, ils sont partis un petit peu plus loin, ils ont fait plus de choses dans Ant-Man 2 que dans Ant-Man 1, avec le pouvoir de rétrécir justement. Donc c'est cool. Je sais pas trop en vrai. Je sais pas trop parce que... Je sais pas. America est cool, mais America est dans un seul film en vrai. Mais après, Ghost aussi, vous allez me dire. Mais America, je sais pas. America, il y a aussi, faut dire qu'il y a la hype, qui joue la hype du moment. Elle descend un petit peu en ce moment, vous savez. C'est-à-dire que là, avant, on parlait tout le temps de Dr. Strange, maintenant, on en parle quasiment plus. Donc il y a peut-être la hype qui descend un petit peu. Donc déjà, par contre, lui, il reste en super cool en haut, hein, avec sa scène de... Rien que la scène d'intro. Mais la scène de fantôme, ça, lui, il reste largement là. Mais America, en vrai, vous voyez, elle va rester là. Hein. Elle va pas descendre en dessous, elle va rester au-dessus des gatas, tout ça. Mais par rapport à Ghost, elle peut passer au-dessus. Par contre, Ghost est au-dessus. Par contre, on va juste changer ça. C'est que Daniel, en vrai, ne mérite pas d'être au-dessus de... d'America Chavez. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Par contre, Arnim reste en haut parce que What If. What If, quand même, est pris en compte dans le berceau. Donc voilà. Bon, Morgan le fait, on va le mettre là. Il y aura une mise à jour Naoui à un moment donné. Flash chez aux Future. En vrai, c'est même pas mauvais. En fait, le truc, c'est que mauvais, ça serait que le perso soit mauvais. C'est-à-dire que vraiment, l'ordre noir, on te le vend comme un ordre, il est vendu comme de la merde. Enfin, il est présenté comme de la merde. Pareil, votre palatin. Flash, il a même pas été vendu comme quelque chose. Flash, il est juste. Il est pas mauvais, il est juste, on s'en fout, quoi. Mais. Il y a eu un revirement dans No Way Home, ils ont foutu blond. Je sais pas pourquoi. Il est devenu blond. Pas savoir pourquoi. En une semaine, le mec s'est dit ça me va bien le blond. Parce que. Parce que c'est cool. Non, bref. Il est quand même devenu blond. On a quand même eu quelques petits soucis sur le fait que le perso était censé être plus important. Hein, Flash Thompson, c'est quand même pas n'importe qui. Mais après, on parle d'adaptation. Donc il faut vraiment se détacher des comics quand on regarde les films. Les films sont à part. Ce ne sont pas les comics. Voilà pourquoi Flash n'est pas dans mauvais. Si ça avait été comme les comics, il aurait été là. Mais c'est pas comme les comics, donc il va dans aux F tier. Mais il va rester à sa place, c'est-à-dire en dernier. C'est-à-dire que je trouve quand même Dick plus intéressant que lui. De même pour le gardien rouge, vous voyez. Voilà. Non, il mérite largement sa place. Frank Castle, en vrai, j'aimerais beaucoup le placer, mais j'ai trop de... J'ai pas assez de souvenirs de sa propre série pour vraiment le placer correctement, vous voyez. Foggy Nelson, même chose. En vrai, la saison 2, c'est un trou de mémoire pour moi, d'Ardeville. Donc, je peux même pas vous dire la période où Foggy a été le plus intéressant. Ouais. Freya, donc la mère de Thor, qui meurt en Thor 2. En vrai, pour la scène dans Endgame, elle mérite le coup. Le fait qu'elle découvre, tout simplement, que Thor n'est pas le Thor qu'elle connaît, est fantastique.
Après, c'est un peu obvious, hein. Le torque de Endgame est gros. Donc, elle va pas dire que son fils a gagné 30 kilos en 2 jours qu'elle a pas vu. Donc, largement, elle est quand même intelligente, mais c'est cool. Elle a les illusions, comme Loki. Elle, a- elle aime bien Loki quand même. Donc, c'est quand même un bon point. Elle n'est pas du tout comme Odin. Elle aide bien vis-à-vis de Jane. Et elle se bat, entre guillemets, un petit peu contre Malekith. Donc, franchement, elle mérite largement sa place dans le cool. Maintenant, question fatidique. Et à quel point? Eh ben, pas trop non plus en vrai. Parce que elle est quand même un peu aux effetières. Elle meurt dans le 2, mais sa mort dans le 2 est pour moi l'événement le plus important, on va dire, pour la suite du film. Et même pour la série Loki, excusez-moi, la mort de Freya a quand même une importance astronomique. Donc elle a quand même en elle-même une place importante, seulement sans avoir forcément à être présente. Et sa mort a eu plus de sens que sa vie, si vous voulez. Donc du coup, quand même, au-dessus et Bonnie, c'est sûr. Au-dessus Mac et Mike, c'est sûr. Ça va jouer un peu par là, je pense. Elle dépassera pas Everett, je pense, je sais pas. Elle dépassera pas Chester, c'est sûr. Elle va rester sur cette ligne, c'est sûr. En tous les cas, elle reste sur cette ligne. La question, c'est à quel point. Hmm. C'est là que vous voyez que c'est dur. Euh, Je sais pas, vous voyez. Parce que... Je sais pas, j'ai un doute. Et Bobby est cool, mais est-ce que Bobby est aussi cool que Freya? Je pense que oui. Je pense qu'objectivement, Bobby est quand même mieux que Freya. Mais Freya mérite quand même d'aller dans Cool très largement. Elle a sa place dans Cool en fait. Jamais elle ira en correct. Quand même des trucs. Gamora. Alors, Gamora, il y a un Galaxy, Infinity War, un petit peu Endgame. Sachant que j'aurais pu mettre deux Gamora en vrai. Il y a la Gamora de Endgame est différente. On va juger sur la Gamora. On va juger sur la Gamora des trois films. Guardian Galaxy 1, Guardian Galaxy 2, Infinity War. Du coup, ce qu'on en pense, c'est quoi? Je sais pas trop. En vrai, Gamora, je me suis pas non plus forcément attaché à elle, mais elle reste cool comme perso. Pas trop loin de correct en vrai, parce que le perso, comme je vous dis, je me suis pas trop attaché forcément à elle. Dans le premier film, elle a quand même quelques trucs quand même sympathiques, c'est-à-dire que elle a la phase de rédemption, mais pas trop. Justement parce que justement cette partie de rédemption, elle s'est fait avant le film. Et c'est le seul truc, entre guillemets, un peu dommage. Mais comme c'est expliqué dans Infinity War, de par le fait que son enfance soit de base toute pourrie, bah c'est pas trop mal en fait. C'est quand même expliqué, on va dire, suffisamment. Donc le perso a une bonne origin story, le perso a une bonne rédemption, et le perso a une bonne relation avec Peter. On va dire qu'elle est un peu mal élaborée quand même, mais surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites en écran. Parce qu'entre les Gardians Galaxy 2 et Infinity War, il y a quand même beaucoup de temps qui se sont passés pendant cette petite phase de temps, vous voyez. Donc il y a quand même des choses qui n'ont pas forcément été dites. Donc, le fait par exemple que la relation soit aussi poussée dans Infinity War n'est clairement pas montré dans Gardians Galaxy 2. On a quand même beaucoup de choses sous-entendues. Donc, du coup, il faut la classer là. Et elle ne dépassera pas Chester Phillips. Donc, du coup, je sais pas trop. C'est pareil. Bah, elle dépasse largement celle de Guignol. Est-ce qu'elle dépasse? C'est là que ça va jouer, je pense. Elle va jouer sur cette ligne-là, pareil. Hein. Elle dépassera jamais Phillips, c'est sûr. Je sais pas. Moi, je la laisserai là, en fait. C'est ça le problème. Je veux dire, en vrai, je sais pas, je l'ai dit, Gamora, je m'attache pas trop à elle. La scène avec sa sœur Nebula en train de se battre dans le vaisseau, j'ai pas forcément apprécié personnellement. Surtout que ça avait pas forcément de sens de se balader avec un, enfin, une plus forte portée. Après, c'est badass dans un certain sens, hein, mais je me suis beaucoup plus attaché à ces persos-là qu'à Gamora. Donc, franchement, Gamora va rester, je pense, à sa place. Ah, Talos. J'ai beaucoup eu de mal au tout début du film, parce que je croyais que Talos c'était Thanos, quoi, je comprenais pas. Mais pas dans le sens où je croyais que c'était la même personne, juste je pensais qu'ils avaient le même prénom. Je me disais, mais comment ils ont osé donner le même prénom, quoi. Mais, du coup, ça vaut le coup d'en parler. Talos est apparu dans deux films, Captain Marvel et
J'ai un trou de... C'est horrible, j'ai un foutu trou de mémoire. Captain Marvel et Far From Home. Pardon, excusez-moi. Et en vrai, le perso a quand même... En vrai, les gens critiquent beaucoup le fait que les Skrulls soient gentils, que les Skrulls soient... Mais en fait, le truc, c'est que les vrais Skrulls, on va les avoir dans la série Secret Invasion. Talos doit être un gentil parmi eux, c'est tout. Talos en lui-même, moi je le mettrais dans correct. Le perso est largement correct, il mérite sa place. C'est-à-dire que le perso a un certain charisme à l'écran. Il faut l'admettre. Le perso a une utilité absolument grotesque. C'est-à-dire que quand on va comprendre ce qui s'est passé, on va tout être comme ça. Je vous promets, en octobre, si je ne me trompe pas, octobre-novembre, quand Secret Invasion va sortir, on va être comme ça. Mais non! Je vous jure, ça va être ça, Secret Invasion. Donc, en toute logique, selon moi, un personnage comme Talos mériterait largement correct. Après, c'est sûrement Fury qui a élaboré le plan et pas Talos, donc on s'en fout. Mais voilà, il a d'autres apparitions. Je vous rappelle que, si je me souviens bien, Avenger 2, c'est Talos, pas Nick Fury. Donc, il a quand même, le personnage, plusieurs apparitions. Il est badass. Dans Far From Home, il fait quand même le taf. Je veux dire, tout le monde se dit, oui, il a été con de se laisser berner par Quentin Beck. Donc oui, il a quand même été con. Mais, je vous le rappelle, Talos a quand même dit à sa femme de monter en haut pour le couvrir en cas de problème. Il y avait quand même le code secret, tout ça. Il n'a pas non plus totalement débile. Il a quand même été prévenant. Donc, je pense que le perso mérite quand même largement correct. Maintenant, c'est à quel point il mérite le correct? Bah, au-dessus de Sitwell. Il est plus agent secret que Sitwell. Quand on a découvert son implication en tant que Nick Fury, on a tous été en mode oh, mais non! Donc, oui, le perso mérite largement sa place ici. Maintenant, il mérite sa place à où par rapport à ces personnages-là? Bah, pour moi, je vais être un gros connard, hein, mais il mérite sa place au-dessus de Hulk, quoi. Mais c'est le meilleur des persos corrects, il a quand même plus. Non, mais. Enfin, je sais pas. En fait, le truc, c'est que le perso a une application dans le MCU qui est fantastique. Il a remplacé Nick Fury, personne ne l'a découvert. On l'a vu dans Avenger 2 sans qu'on le sache. Je veux dire, sans qu'on le sache, c'est normal, vous allez me dire, mais c'est quand même impressionnant. Il va revenir dans Secret Invasion, qui va être une série qui va, à mon avis, le monter encore plus haut. Et en plus de ça, il se paie le luxe d'avoir quand même fait un bon film avec Far From Home. Et en plus de ça, il a quand même des apparitions quand même sympathiques. La scène là qu'on a, d'où l'image est tirée, quand il est là sur le côté et qu'il boit de la boisson, et pourtant il va pas boire de la viande, et quand il boit sa petite boisson là, tranquillement, bah, elle est badass dans un certain sens. Après, je comprends pas pourquoi ils ont été aussi agressifs au tout début du film, mais au tout début je parle de la scène avec Nick Fury, hein, dans le métro par exemple. Pourquoi ils ont tiré avant de parler? Bon, je m'en souviens plus trop du film, hein, je m'en souviens pas à 100%, mais il mérite largement sa place en correct tout en haut. George Batroc, en vrai, George Batroc, vous voulez savoir où je le mets, sans même réfléchir, bah il va aller là. Pourquoi? Parce que c'est un perso dont tout le monde s'en fout, mais il l'a dans tous les films. Enfin, tous les films. Il a quand même une importance. C'est-à-dire qu'il a été là dans Captain America 2, il a été là dans Winter et... The Winter et... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle la série. The Winter Soldier, enfin The Falcon et Winter Soldier, et il est là dans What If. Il se paie le luxe d'être à chier comme perso, mais d'être là partout. Le perso est correct. En vrai, je l'aurais presque mis en sous-côté. Non, bah tant que. Non, peut-être pas sous-côté. Je sais pas, moi je me. Ouais, non, en vrai, je l'aurais mis en sous-côté. Les gens le trouvent trop à chier alors que finalement il a quand même de l'importance, quoi. Mais il n'est pas tant sous-côté que ça, parce que les gens quand même se rendent compte qu'il est quand même à quelques endroits. Donc il n'est pas tout tant sous-côté que ça. Donc il va largement ici. Euh... Runaway, ça va là. Alors lui, bah alors lui, mais alors lui, mais alors lui. Pourquoi il va dans Cool? Juste pour un seul argument. Dans Avenger, on le voit. Voilà. Ce mec-là dirige l'avant-dernière faction d'Hydra dans le MCU. Littéralement. Hein, en saison 5, on a la dernière des dernières. Mais en saison 3, on a l'avant-dernière, mais quand même la plus importante, la plus impactante dans les dernières, parce que l'autre, avec le général, elle a fait un peu de la merde. Mais lui, il a géré. Il a survécu. La famille Malik, dans le agent Shield, a une importance capitale. Mais surtout, ce mec d'Hydra, déjà, il a des relations avec le président de la République, à tel point que. Enfin, le président de la République. Pas de la République, mais des États-Unis. À tel point que le président lui-même ne peut rien faire contre Malik.
Je veux dire, c'est quand même impressionnant. À tel point quand même que le perso dirigeait le Shield. Alors oui, vous allez dire, oui, mais comme Alexander Pierce. Oui, dans un certain sens, oui. Ce que lui, ça l'a fait prendre. Lui, il n'est pas été débile. Donc, il est mieux. En fait, c'est un Alexander Pierce mieux écrit. Voilà. Par contre, il a un petit peu moins de charisme qu'Alexander Pierce à l'écran. Je préfère largement Pierce en termes d'esthétique et de charisme du perso à l'écran que Malik. Malik est mieux écrit. Donc Malik gagne quand même le combat entre les deux. Maintenant, la question c'est où va Malik? Et ben en vrai, il va quand même bien monter, je pense. Mais il va pas monter trop. Puisqu'en fait, le problème, c'est que pour moi, le personnage n'a pas à l'écran le charisme du personnage qu'il devrait avoir. Je sais plus le nom de l'acteur, mais je trouve que la tête de l'acteur ne va pas sur un personnage comme lui. T'aurais inversé les deux, ça m'aurait allé en fait, en termes d'esthétique. Donc, à mon humble avis, je mettrai Malik ici. Voilà, parce que je me rappelle quand même que le seul argument qui le met en cool, c'est le fait qu'il ait dirigé le Shield. Hein, donc quand même, c'est assez impressionnant. Il faut quand même le noter. Voilà. Donc ça, c'est noté. Il a quand même le président de la République, je vais pas m'en remettre. Le président des États-Unis à sa botte quasiment. Il y a quand même non cool. Alors, Internel, toujours pas vu. Alors, le chat, mais Goose, mais tu es une pépite qui va aller à côté du crocodile, ça je le reconnais. En vrai, il va aller dans cool, je pense. Parce que Goose, alors déjà, c'est un chat. Donc, déjà, un chat, à tout moment, un chat, c'est cool. D'accord? Ça peut pas aller en dessous. Un chat, c'est cool. Celui-là a bouffé un cube cosmique. Il est quand même super. Non, mais il est parfait. Après, il a complètement niqué l'histoire de Nick Fury. Je vous l'accorde, il a complètement défait une histoire censée être waouh, alors qu'en fait non, c'est un chat qui a griffé son œil, c'est pas top. Je vous l'accorde. Il est cool quand même. Et il est plus cool que Chester Phillips. Oui, mesdames et messieurs. C'est un chat en fait. À n'importe quel moment, il est plus mignon que n'importe quel personnage. Je pense qu'on va le mettre là. Parce que pour moi, il va surpasser ces personnages. Parce que déjà, Goose est un chat. Je tiens à le rappeler. Au cas où si vous ne l'avez pas compris encore. D'accord? C'est un chat mignon qu'on croise déjà. Alors déjà, tu sais pas ce qu'il fout dans le shield, mais il est au shield. Il est à sa place. C'est un chat qui a quand même bouffé les ennemis. Il a offert quasiment les meilleures scènes de Captain Marvel. Il est plus cool. Voilà. C'est un chat, les amis. Comment il s'appelle? C'est Gorgon, hein, Gorgogne, je crois, dans Inhumans. Gorgogne est cool. C'est pareil. En fait, je pense que la majorité des personnages vont aller dans cool ou correct de toute façon. Super cool étant assez rare et top tier encore plus rare. Et là après, bon, encore plus rare. Gorgogne est cool. Parce que Gorgogne a une relation qui est avec Karnak qui est poussée un petit peu dans la fin de saison. Et il n'est pas inutile. Et en plus, il s'attache tellement facilement aux humains que nous on s'attache à lui. Et donc ça, à partir de là, on a quand même un bon personnage, un bon développement de personnage. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumé en ce moment. Il est cool. Et en plus de ça, il se paie le luxe de réfléchir comme lui après. Non, il est génial, le perso. Quand il inverse les pouvoirs, pas les pouvoirs, mais les façons de penser que Karnak réfléchit comme Gorgon et que Gorgon réfléchit comme Karnak, c'est les meilleures scènes du film. Enfin, de la série, pardon. Ah, ça devait être un film. Hein. Donc le perso est cool. Maintenant, à quel point il est cool? Eh ben, je me suis plus attaché à lui qu'à Max, c'est sûr. Qu'à Freya, c'est sûr. En termes de perso, j'ai beaucoup plus apprécié que Freya. Ça va s'arrêter là. En vrai, Bobby, pour la scène d'Agent Shield, la seule scène qui peut vraiment me faire pleurer beaucoup, 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 et je pense qu'elle mérite largement cette scène-là, en fait. Il faut démonter au-dessus de Jarvis. En vrai, ça va se jouer comme ça. Mais je pense que quand même, je vais mettre au-dessus de Jarvis, parce que Jarvis, quand même, il est cool, hein. Mais il a ce petit quelque chose dans son comportement qui fait que je m'attache pas vraiment au personnage de Jarvis. Pourtant, il est cool, hein. Mais voilà, alors que Gorgon, on s'attache facilement à lui. Il a ce côté vraiment fraternel, vous savez. En même temps, il gère une armée. Je pense qu'un général d'armée, t'as forcément un peu le côté fraternel avec les soldats. Je me rends pas du tout compte, je n'ai pas fait l'armée, je tiens à le préciser. Mais il y a quand même ce côté un peu fraternel. Donc là, pour Gorgon, c'est validé largement. Groot, j'ai pas mis bébé Groot apparemment, donc ça va compter Groot et bébé Groot, alors ce ne sont pas les mêmes.
Je sais pas si je classe Groot et que je rajoute Baby Groot pour plus tard, je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, on va le classer avec les deux. On va dire que Groot, c'est la globalité du personnage. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de Groot, les amis? Un peu de tout. En vrai, je préfère déjà que Baby Groot, c'est juste, entre guillemets, du fanservice, mais qu'est-ce qu'il est cool, il est mignon. Hein, Baby Groot, c'est cool. La scène avec Yondu, elle est géniale. En fait, la scène où il doit chercher les objets, il mérite quand même largement un cool, si vous voulez. Mais un cool parce qu'il est mignon, c'est la même chose que Goose, en fait, si vous voulez. Goose était très haut pour ça, Baby Groot ira moins haut. Parce que Baby Groot a eu quand même la phase Ado Groot où il n'a servi à rien dans Infinity War, mais à que dalle, hein, arrêtez de me dire quelque chose. Et par contre, le grand Groot était quand même sympa. Mais à quel point c'est la même chose? Bah, moins que Gamora. Donc, franchement, je suis plus attaché à Gamora qu'à Groot, sauf que Groot avait Baby Groot, donc il y a au-dessus de Gamora, en fait. Donc, je réfléchis en même temps que ce que je parle. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme scène? Il y a la scène où il sacrifie quand même. Il se sacrifie pour ça. Hein. Donc, moi j'étais pas très émotif, donc je m'en foutais un peu de cette scène-là dans l'idée. Baby Groot est quand même beaucoup plus sympa que le grand. Mais l'ado ne sert à rien. Non, je vais rester sur mon. En vrai, je vais le mettre là. Je pense qu'il est très bien à sa place en fait. En fait, le problème, c'est que même si Baby Groot est génial, il y a quand même une façon objective de dire que Disney nous fait vendre des figurines de Baby Groot, ce qui est vrai. Ado Groot ne servait à rien et le grand Groot n'est pas super cool non plus. Enfin, ouais, il est pas super cool quoi, donc il mérite là sa place. Voilà. Alors lui, je suis désolé, mais ou alors par là quoi, mais je sais pas. En vrai, on va le laisser pour l'instant, le temps de réfléchir un petit peu. Ce personnage-là est fantastique. Ça me montre à quel point, si Hank Pym devient méchant, c'est un des plus grands dangers de l'univers, en fait. Pas de l'univers, mais de la Terre. Si Hank Pym vient dans le mal, le monde est dans la merde, en fait. C'est simple. Le mec a des connaissances sur tout. Il a tué tous les Avengers. Il en avait rien à foutre. Et il s'est battu contre Loki. Je tiens à le préciser. Donc, il est quand même par là. Il est quand même plus cool que lui, donc il sera forcément au-dessus. Je pense qu'on va le mettre là. Pour essayer d'un peu de différencier le. Je sais pas, en fait, j'ai un doute. J'ai envie de le mettre dans super cool, vous voyez. Il y a une phase de moi qui me dit, mais le perso était quand même génial. Il s'est battu, il avait un mobile. Son mobile était quand même bien, en vrai, pour un perso comme lui. Faut savoir aussi que, au moment où sa fille est morte, je pense, si je me souviens bien, c'était un peu à l'époque où il faisait déjà pas trop confiance à Stark, au Shield. Sachant que Stark était un peu dans les fondations du Shield. Il n'y avait pas eu tout compte, ça colle parfaitement au perso de devenir méchant comme ça. Sauf qu'en méchant, c'est un foutu badass, mais à fond. Alors du coup, il mérite largement sa place dans Cool, voire Super Cool. En fait, voilà, l'hésitation, elle est là. Sauf que comme j'hésite, je me dis qu'il mérite plus Cool que Super Cool. Si j'ai une hésitation, alors que Super Cool, vous voyez, j'ai pas eu d'hésitation. Les personnes qui sont là, bah, ils le méritent très largement pour moi. Alors que si j'ai un doute, une hésitation, peut-être que Cool, quand même, ça permet de différencier un petit peu. Happy Hogan, bah mon pote, t'es aux FT, hein. Je veux dire, tout le monde s'en fout de toi. Alors, la personne, je sais plus comment s'appelle l'acteur qui est derrière, a quand même écrit The Mandalorian et il est en train de faire 4 saisons. Mais à part ça, tout va bien. Mais le Happy Hogan est à chier. Dans le 1, je m'en souviens plus. Dans Iron Man 1, je m'en souviens plus. Dans Iron Man 2, il développe un peu une utilité, mais bon, toujours autant à chier. Dans Iron Man 3, pas mal, mais toujours à chier. En fait, dans sa propre trilogie, il est à chier. Par contre, dans Far From Home, bah il est cool. Mais comme il y a un seul film sur 5 où il apparaît où il est cool, ben. Je sais pas. Je sais pas. Moi je sais pas. À ma place, il restera dans aux FC en fait. Mais le perso, il va là. C'était simple. Moi j'ai trouvé plus aux F que le gardien rouge. Hein. Voilà. Il est moins bien que le gardien rouge. Mais c'est pas grave. Ok. Bon, allez, ok. Pas besoin d'épiloguer 10 ans. C'est super cool. Hawkeye avait besoin de sa propre série pour être super cool. Déjà dans Thor 1, il y a la scène qui, moi, me surpassait sa. Enfin, en fait, la scène dans Thor 1 pour moi était plus badass que son apparition dans Avenger 1. Donc, de base, je suis pas très objectif. Avenger 1, hop, origin story de Hawkeye, pas de soucis, tout va bien. Avenger 2, donc développe son histoire. Bon, j'aime pas son histoire, Avenger 2, de toute façon, il est le pire film pour moi. Avenger, on développe un peu son histoire, on est sur un bon début. Je suis pas fan, mais au moins il développe.
Avenger 3, il est pas là. Bon, Avenger 4, pur banger. Ronin, génial, badass, costume stylé, à l'épée. Une des meilleures scènes du film avec toute la scène où il jette tout le monde et il se bat contre le Yakuza. Bon. Et là, la série Hawkeye, les flèches à gadget, développement du personnage, développement comment dire, de son utilité en fait. En fait, la série Hawkeye, pour Clint, elle sert aussi à dire à quoi sert le personnage dans l'équipe des Avengers. Et là, développement post-traumatique. J'aurais pu m'exprimer. C'est un traumatisme post-traumatique. Non, non, c'est bon. Post-traumatique de Endgame. Donc, le perso est largement super cool. Donc, il est là. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'il y a par rapport aux autres personnages. Pour moi, il va largement au-dessus de Octopus. Et j'avais vu des théories comme quoi Hawkeye avait pu avoir été l'OS de Melinda May. C'était une théorie, hein, pas une vérité. Ça aurait pu être vrai. Je sais pas du tout, là j'ai un peu qu'on les deux dans le MCU. OS, pour ceux que ça passe, c'est opérateur superviseur. Enfin, c'est celui qui. Dites-vous que c'est un peu comme un maître de stage. Vous êtes un peu, entre guillemets, stagiaire, vous êtes en train d'apprendre à devenir le Shield. Vous êtes apprenti et boulanger, si vous voulez, pour exprimer un petit peu vos. C'est-à-dire que vous avez un apprenti qui veut être dans le métier, qui va être formé par vous. Et vous, vous êtes là pour le superviser, pour être au-dessus, soit qu'il devienne agent de niveau 1 au Shield. Donc j'avais vu une théorie qui était pas trop mal. Mais je pense que. Il classe Melinda May. Tooms, l'acteur, les ailes stylées, mais lui il a plein de flèches stylées, ça va aller. Par contre, il surpasse pas Quake. Hawkeye s'arrête ici en fait. Il y a une petite césure là, vous voyez. Voilà, donc déjà ça, c'est les persos, et il y a Hawkeye mérite largement sa place. Heimdall. Bon, Heimdall, est-ce que j'ai besoin vraiment d'épiloguer pourquoi il va être très largement au-dessus d'Agatha? Enfin, je veux dire, oui, dans le 1, il est un peu à chier. Dans le 2, il est un peu mieux, mais il est toujours bof. Et dans le 3, mais c'est un pur banger. Le perso est fantastique dans le 3. Et dans le 3, Heimdall, c'est un des personnages les plus importants du film. C'est un des meilleurs persos, on se tâche à lui. On le trouve stylé. Il se bat avec une épée, il se bat super bien. Il a une coupe géniale, il a un costume du feu de Dieu. Enfin, Heimdall, dans Thor 3, est un des personnages les mieux réussis du film. Donc, très largement, Heimdall est au-dessus d'Agatha. Donc, il est déjà cool. Maintenant, c'est à quel point il est cool, le perso. Je tiens quand même à rappeler que dans le 1, il est aux F-tier. Hein. Donc, dans le 1, il s'est berné par Loki, comme tout le monde. Dans le 2, il se ligue un peu avec Thor, tout ça, c'est quand même pas trop mal. Le perso doit avoir une bonne notation, quoi, si vous voulez. En plus, Idris Alba, enfin, Idris Elda ou Alba, je ne sais pas. Idris Elda, je crois, Elba. Je ne sais plus, j'ai pas envie de dire. Donc Idris est quand même génial comme acteur. En vrai de vrai, j'ai envie de le mettre ici. Mais en vrai de vrai, faut pas que j'oublie qu'il y a Thor 1, quoi. Et pour Heimdall, le Thor 1 est le pire des trois. Pour Heimdall, en tout cas. Ah, j'ai un doute quand même. Ouais, j'ai un petit doute là, avec Arnim. Non, en vrai, Arnim, même dans What If, même si je comptais What If, hein, ce qui est le cas, il a quand même pas d'apparition tout le long des épisodes. Heimdall est quand même cool. Non, Heimdall est quand même au-dessus d'Arnim. Voilà. Il dépassera pas ces personnages-là, quand même, qui sont quand même super cool, mais. Enfin, qui sont cool, on va dire, excusez-moi. Mais il y a quand même mérite d'aller. Et là. Et là. Elle là. Elle là. Pardon, excusez-moi. Non, et là, en vrai, mérite quand même un bon classement. Puisque elle est loin d'être nulle, quoi. Elle va aller dans cool très largement. La question, c'est est-ce qu'elle dépasse Captain, Chester, Goose? Ah, pas vraiment. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que le problème, c'est que pour moi, le fait que ça soit la sœur cachée, c'est un peu. Pas redondant, mais c'est en mode, ouais, on te sort une fille cachée, un peu de nulle part. Son origin story, moi, je suis pas fan. Voilà, par contre, ces scènes de combat, c'est super stylé. Et là, enfin, on a entre guillemets une reine qui se bat. De toute façon, on verra dans. On a vu, du moins, dans Infinity War, un roi se battre, mais autant ne pas se battre. Là, on voit une reine se battre, c'est stylé aussi. Donc, franchement, elle a quand même. Elle mérite largement d'aller dans cool. Mais, pour moi.
sais pas. Elle a quand même sacrément stylé en vrai. Puis elle arrive à son but, hein, détruire Asgard dans un certain sens. Je sais pas trop. J'ai bien envie de la mettre là, genre juste en dessous de Gorgon, vous voyez. Parce que je me dis qu'il y a quand même une limite où Gorgon on s'attache vraiment à lui. Là en fait c'est un moment où je m'attache un peu au perso là. Gorgon c'est un peu la limite où les persos je me dis bah je m'attache à eux quand même, je les aime bien, tout ça. Alors que là c'est des persos qui sont cool sans forcément que je m'attache forcément à eux. Vous voyez un peu la limite que j'essaie d'établir à peu près. Après c'est pas dire que je me suis attaché par exemple par Anim Zola, je me suis pas attaché à lui. Ou à Flèche Noire, je ne suis pas forcément non plus beaucoup attaché à lui. Mais on s'attache un petit peu on va dire. Alors que là, pour le coup, elle est stylée, mais je me suis pas vraiment attaché à elle, ou j'ai pas vraiment adoré le perso. Mais elle a quand même des scènes de combat très badass qui la font aller très clairement au-dessus des autres persos. Le Baron Zemo, bon, on va arrêter de se mettre 5 secondes. Le Baron Zemo mérite directement le super cool. Pourquoi? Parce que déjà, bon, en vrai, Civil War, il est un peu à chier. Je vais pas vous mentir, moi dans Civil War, j'ai jamais compris pourquoi il avait été aussi haut dans la hype. Non, je vais être honnête. Dans Civil War, le perso, à mon humble avis, ne méritait largement pas d'être autant épais. Mais je pouvais comprendre l'engouement autour du fait que bah, c'était un humain et que excusez-moi. Et donc cet humain-là, ben, il avait réussi à diviser les Avengers. Je peux largement comprendre l'engouement autour de ce personnage-là. Mais dans la série, Falcon et Winter, j'ai beau ne pas avoir forcément aimé la série, le Baron Zemo a porté la série. Dès le moment où il a été libéré, avec son petit manteau, son petit côté style, Madripoor, les scènes dans Madripoor, le moment où les gens se battent pour lui, enfin, c'est un boss qui a réussi beaucoup de choses. Et pour moi, il va largement au-dessus, par exemple, de Tooms. Ok, il allait bien. En fait, ça joue entre les deux. Il passera jamais Quake, parce que Quake a vraiment 7 saisons pour elle. Une série qui développe tout le personnage. Alors que Zemo, non. Mais Zemo est quand même super stylé, et je pense qu'on va le laisser là. Et il mérite sa place là. Il est déjà bien. Mais ça joue entre les deux, quoi. En fait, les deux sont à peu près ex aequo, pour être honnête. Je peux pas forcément le dire dans la tier list, mais à l'oral, comme ça vous le savez, ils sont à peu près équitables. Ok, ok. Evangeline Lilly, la guêpe. Et ben franchement, je sais pas. En vrai, la guêpe, je sais pas. Déjà, Evangeline Lilly, j'aime beaucoup l'actrice. Lost, par exemple, c'est mes références, c'est Lost pour Evangeline Lilly. Mais ce que je veux dire, c'est que le perso a un costume qui rend bien à l'écran. C'est pas un costume trop kitsch, c'est pas. Elle a. Franchement, le personnage. De toute façon, le personnage apparaît déjà dans Ant-Man 1. Juste que bon. Pas forcément aussi développé, mais elle apparaît déjà. Et même dans le 1, elle a pas une phase de rédemption, mais tu vois qu'elle essaie de se racheter. Tu vois vraiment qu'elle a merdé. En fait, je pense que la guêpe, dans le MCU, on peut vraiment. Comment dire? Pas se comparer, mais se fondre dans le personnage. C'est-à-dire on peut se mettre un peu à la place du personnage, parce que là, c'est vraiment une femme qui a merdé et qui s'est dit waouh, il faut que je rattrape tout. Là, tu vois qu'elle essaie vraiment de se racheter, mais que Hank Pym, le gros connard, fait tout en fait pour que ça casse un peu entre eux, vous voyez. Deux sont pas forcément super chauds. Donc vous voyez, je pense que n'importe qui peut se mettre un peu à la place du perso, parce que c'est une personne qui a merdé et qui fait tout pour se racheter. Peut-être pas tout, mais quasiment tout pour se racheter. Donc c'est un personnage qu'on peut facilement comprendre les intentions, facilement. Dans le 2 elle se bat bien, dans le 2 elle vole déjà, de base, c'est cool de voler. Mais voilà, il y a des scènes de combat, des combos un peu entre les deux, donc elle mérite largement le cool. En fait, très très largement pour moi. Maintenant la question c'est à quel point elle mérite le cool. Bah au-dessus de Chester Phillips, c'est un coup sûr ça. Non, c'est à quel point elle va monter au-dessus. Pour moi, elle ne dépasse pas Ghost. Ghost a été plus intéressante dans le film que Evangeline Lilly. Que la guêpe, pardon. Donc elle ne méritera pas de monter au-dessus de Ghost. Donc elle ira là au gros maximum. Je pense que je vais la mettre juste en dessous de Chavez. Parce que Chavez, quand même, vous voyez, on s'est vraiment attaché au perso en un film, dans un certain sens. Elle a eu des scènes badass en un film. Elle a permis un des meilleurs films du MCU. Et elle n'est pas inintéressante. Et Evangeline Lilly, quand même, je trouve que. Enfin, la guêpe, je sais pas pourquoi je suis matrixé. La phase avant la scène dans la voiture où elle aide Scott, je trouve qu'elle a été un petit peu ennuyante. Elle a eu une phase quand même où on s'est dit un peu le perso. Il y a eu une phase quoi. Donc franchement, elle mérite juste un peu d'aller en dessous de l'américain juste à cause de ça. Sinon, c'est très Joseph, c'est très ok. Howard. Alors Howard, je vais compter cette version-là, mais également la version dans Agent Carter. Bon, dans Captain America 1, le perso, on s'en fout.
il est là, il est drôle. Mais dans Agent Carter, oh, il te déchire des choses, le perso mérite d'aller en cool à cause d'Agent Carter. Après, on le voit dans Iron Man 2, où tu te rends compte qu'en fait, c'est pas juste un connard de businessman, que c'est un bon père au final. Enfin, peut-être pas un bon père, mais un bon père à très 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 très, très long terme. C'est surtout un inventeur de génie. Après, je préfère quand même l'acteur qu'on a sur l'image, qu'on est un peu mieux, que l'acteur quand il est plus jeune. L'acteur joue beaucoup aussi, donc ça là est quand même pas mal. On a eu la scène dans Civil War, au moment où on voit du coup le fameux dialogue qu'il y a eu, la fameuse mort. Et on a la scène dans Endgame, courte, mais quand même intense entre les personnages. Juste dommage que le perso, aussi intelligent soit-il, n'ait pas compris que c'est son fils. Ouais, j'entends tout ça. Il aurait pu. Pour moi, à mes yeux, ça n'aurait pas été un choc que le mec se dise il ressemble beaucoup à mon fils, je suis un inventeur, lui pour en être un, et c'est un génie, comme j'en ai été un, il a pas inventé le voyage dans le temps. À aucun moment il a fait le lien, c'est le seul truc, le petit bémol, on va dire. Donc pour moi, on va dire que Agent Carter le fait monter plus haut qu'il n'aurait dû l'être. Mais comme vous le savez, moi je compte que ça compte dans le MCU, Agent Carter. Donc il va être en dessous Phillips, parce que c'était quand même un connard. Mais comparé à Hank, il a jamais eu de possibilité de rédemption, en quelque sorte. Hank, lui, il est en pleine rédemption. Hein. Ant-Man 2, c'est plus un connard. Hein. Alors que là, lui, il n'a pas eu de possibilité de rédemption. C'est resté un connard. Donc, il va rester là. La question, c'est à quel point il va être en dessous Phillips. Et là, j'ai envie de vous dire... Bah, il va rester là, en fait. Je vous ai dit, Jean Carter, il apparaît pas à tous les épisodes. Mais quand il apparaît, il fait vraiment le boulot, quoi, le personnage. Il est cool. Mais pas autant que Peggy. C'est un fait. Je tiens quand même à préciser. Mais le personnage a piqué un petit peu le rôle de tous les autres personnages secondaires, que ce soit Jarvis, que ce soit Sousa, que ce soit Jack. Il a piqué tous les autres rôles secondaires pour s'approprier tous les épisodes où il apparaît. C'est simple. Sauf le final de saison 1 qui était un peu à chier, mais... Howard le canard. Il apparaît où? Après, il apparaît dans Endgame. Donc, rien que ça devrait le mettre dans Cool. Le perso est tellement pensé qu'ils ont foutu Howard dans Endgame. Ça vous va? Ça vous met bien? Mais c'est plus un secret. Il a quand même de bonnes apparitions, il est drôle. Vous voyez, le perso mérite largement pour moi d'aller là, quoi. La différence avec Crocky et Goose, c'est que le perso n'est pas vraiment un troll, c'est un vrai personnage. Un Crocky, c'était un pur troll, je pense. Et Goose, c'était pour s'amuser plus qu'autre chose, dans le film en tout cas, pas dans les comics. Là, Howard, c'est un vrai personnage qui a un développement, donc on ne voit pas encore assez pour qu'il aille plus haut. Là, il est en cool déjà, ce qui est déjà quand même assez extraordinaire, qu'il ne mérite pas d'aller plus haut que là, quoi. Parce que le perso manque encore un petit peu d'origine story, je pense, pour le développer. Ça, j'ai pas vu. Alors, elle, c'est dans La Cape et l'épée. Et La Cape et l'épée, eh ben, je peux vous dire, c'est des bonnes séries. Non, blague à part, c'est vraiment de bonnes séries. La Cape et l'épée, c'est vraiment une série que moi j'ai beaucoup aimée, qui apparaît donc sur Amazon Prime, et qui compte dans le MCU. Oui, ça compte dans le MCU parce qu'elle a un lien avec Luke Cage. Beaucoup de liens. Ça, c'est la flic qui devient juste fantastique. En vrai, saison 1, elle est un petit peu chiante, peu beaucoup. Et saison 2, elle est un petit peu, mais quand elles refusionnent ensemble, oh, pure banger, le personnage. Donc pour moi, le personnage est dans Cool, et va monter... Je sais pas trop en vrai. J'ai envie de la mettre au-dessus de Phillips, même pas au-dessus de Katen, vous voyez. C'est le perso où vraiment je me suis attaché à elle, et quand elle a fusionné avec l'autre, moi le côté un peu méchant, gentil, là, la petite frontière qui est vraiment très fine, presque brisée, c'est vraiment cool pour moi. Donc elle mérite largement sa place là, je pense. Parce que l'autre n'était pas méchante, hein. Sa double n'était pas méchante, elle n'est pas machiavélique. Juste, elles ont fusionné. Donc franchement, elle mérite d'aller là. Pour un personnage secondaire d'une série presque pas connue sur une plateforme qui n'est pas Disney+, c'est quand même assez incroyable de monter aussi haut. Parce que là, excusez-moi, hein, mais les persos qui sont là, à part Triplette, sont quand même connus par beaucoup de gens. Doctor Strange, tout le monde connaît. Bon, ok. Ward, quasiment personne ne connaît. Quake, tout le monde connaît. Hawkeye aussi. C'est quand même un truc assez populaire, vous voyez. À part Triplette, Ward et peut-être Melinda May, les autres sont tous connus par la grande majorité des gens.
Iron Man, on va avoir des débats, c'est surcoté, c'est le personnage le plus surcoté du MCU. Le plus surcoté, mais attendez, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça va aller là. Iron Man est un personnage qui a été la ligne conductrice de la première ère, donc de l'infini, dans le MCU. Mais le personnage... Oh, je dis pas le compte... Attention, je veux juste un petit disclaimer très vite fait. Le personnage n'est pas mauvais. D'accord? Le personnage n'est pas à jeter. Le personnage n'est pas pourri. L'acteur est excellent. Mais le personnage reste surcoté. Ce qui veut dire que le personnage a une fanbase un peu trop grande par rapport à ce qu'il mérite. Il a trop de mérite par rapport... Ça reste quand même un vendeur d'armes qui a racheté ses erreurs dans le premier film. Il a quand même créé Ultron. Ça a été un connard. Dans Avengers, c'est encore un connard. Donc il a indirectement, même si les gens ne sont pas forcément pour, mais il a quand même indirectement créé Adrian Toomes, le vautour. Enfin, il a créé le vautour, pas Adrian Toomes. Il a créé le vautour, indirectement, puisqu'il s'en foutait de virer des gens. Après, je dis pas. La petite incohérence dans Homecoming, c'est que normalement, tu ne donnes pas à la ville comme ça des trucs extraterrestres. C'est un peu bizarre. Mais on s'en fout quand même. Ça ne change rien au fait qu'il a quand même fait virer des gens en se disant, mais j'en donnais plus rien à foutre. Ils ont commencé, je prends la place. Bon, Mysterio, c'était pas lui, mais on s'en fout. Le Justin Hammer, après, vous allez me dire, Van Gogh, c'était pas lui, c'était son père. Bon, dans un sens, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais sa façon de combattre, enfin, Aldrich Killian, c'est totalement sa faute. Ça a été quand même un des plus gros connards avant de devenir un peu un gentil. Après, il sacrifie, et son sacrifice a été mis par tout le monde en mode oh, ouais, mais non. Il y a des gens qui ont littéralement eu un choc dans leur vie, mais littéralement, vraiment premier degré, un choc dans leur vie, puisque Iron Man était mort. Je veux dire, le personnage est trop surcoté. Encore plus que cela. Voilà. Ironmonger, le personnage est bien écrit, mais pas assez intéressant. Il meurt trop tôt. Il a une bonne mort, attention, mais elle intervient trop. C'est comme Triplet. Il a une bonne mort, sa mort ne me dérange pas, elle est juste trop douce qu'on aurait pu avoir un bon potentiel avec le perso. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est mauvais. Attention, très loin de là. Ne pas confondre ce que je dis. Je pense qu'il va aller dans correct et qu'il va pas du tout surpasser correct. Il va même mettre assez bas dans correct, je pense que je vais le mettre en dessous de Crâne Rouge. Il n'a pas créé Hydra, il n'a pas d'organisation. Le perso est bon, hein. L'armure est pas mal, mais il manque le petit quelque chose qui fait que c'est un vrai méchant, un vrai bon méchant. Pour moi, il est moins intéressant que Darren Cross. Ça, je l'ai déjà dit sur certains serveurs, on débattait un petit peu de ça. Moi, je trouve que Darren Cross est beaucoup mieux que Stein. Just Stein vole les plans. Il ne fait pas, il les vole. Il n'a pas l'intelligence lui-même de faire ce qu'il faut, il vole des trucs. Au moins, Cross, il a créé sa particule. Bon, elle est un peu low cost, mais il l'a quand même créé. Jameson, en vrai, Jameson va prendre celui donc, du coup de James C. Lui n'est pas le même, hein, donc il n'a pas de passif malheureusement. Mais l'acteur est excellent. Ça, c'est quand même un truc. Il va quand même aller dans le coup, puisque l'acteur est excellent. Cependant, la haine qu'il a pour Spider-Man, en fait, elle n'est pas assez fondée. C'est-à-dire que le perso apparaît dans le 2 comme une espèce de caméo, c'est cool, hein, je dis pas le contraire. Mais en fait, il manque la haine qu'il y a dans le 1. Il manque un peu le début, vous voyez. En plus, Spider-Man ne réagit pas forcément. Avant, Spider-Man avait des petits trucs un peu côté, un petit peu amusants. Le problème, c'est que la première apparition de Jameson, c'est pour lâcher une bombe. Alors, du coup, Spider-Man n'a même pas le temps de rigoler ou de plaisanter avec Jonah, dans le sens où il disait avant oh, t'es mieux quand tu la fermes, ou oh, il disait même une petite réflexion sur sa moustache, tout ça. Là, il n'y a aucune vanne, puisqu'il a même pas d'envers, parce que c'est la merde dans sa vie, en fait. Donc, du coup, Jameson, il manque le premier film, quoi. Pour être un peu plus en haut. Néanmoins, le perso reste cool, en effet. Je pense qu'il mérite d'aller là. Oh, c'est bon, il apparaît pas non plus des masses, on va pas non plus le mettre super méga haut, mais il mérite sa place ici. Bon, bah lui... non, allez, je déconne. En vrai, j'aurais pu, mais il y a quand même... C'est exactement la même chose que le Hank Pym de What If. Il y a une hésitation qui fait que le perso ne mérite pas sa place dans Super Cool. Mais le perso mérite sa place quand même très très largement plus haut que tout ça. Voilà, il mérite sa place par ici, à mon avis. Voilà. Bon, en vrai, ces trois-là sont quand même assez pixels, en vrai, objectivement. Même si Bucky, bon, j'étais un peu poussé par là-dessus, mais dans un sens, il a quand même pas tort sur certains points sur Bucky. Mais il ne dépassera pas celui qui demeure, parce que celui qui demeure est juste extraordinaire dans la fin de série, quand même, par rapport à notre ami Jack, qui a un style excellent, une épée excellente, qui a des scènes badass, mais il va rester quand même là. Mais il est quand même super cool, il mériterait presque d'aller là. Mais comme je vous dis, il y a la petite hésitation
Le petit... Est-ce qu'on est sûr qui me fait qu'il n'ira pas là? Alors que les autres, je suis sûr qu'ils ont leur place en super cool pour moi. Très très largement. Puis en plus, quand même, il est bien badass, quand même. La petite moustache. On a tous cru que c'était un méchant au début, hein. C'est tout ce qu'il va avoir, de toute façon. Jack, le Jack de l'agent Carter. Donc, tu sais, tout simplement un mauvais personnage. Je suis désolé, le personnage est mauvais. Mais quand je dis mauvais, c'est premier degré. La question, c'est à quel point il est mauvais. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en saison 1, il a un développement qui est mis à la poubelle en saison 2. Le personnage oublie absolument tout ce qu'il pense de bien d'agent Carter. Mais tout ça à la poubelle. Il a un développement dégueulasse. Donc, du coup, il est mauvais. Mais à quel point il est mauvais? Bah, je pense qu'il est quand même plus mauvais que ces personnages-là, quoi. Hop, voilà. Parce qu'au moins, Fandral, il n'y a, même pas de développement à faire, il n'y a rien. Mais il a quand même des scènes un peu badass. Un petit peu en Thor 1, par exemple. Lui, bah, il a des scènes badass, mais il a un développement qui est littéralement à chier, qui n'a aucun sens. En début de saison 2, les scénaristes ont savoir quoi faire de ce personnage, apparemment. Donc c'est trop catastrophique. Donc le personnage mérite amplement sa place dans la catégorie des mauvais. Bon, War Machine. Il faut que je réfléchisse. J'avais pas prévu ce personnage-là, en fait, j'avais pas du tout réfléchi. War Machine, War Machine. Je sais pas trop où le mettre en vrai. Le perso m'a jamais intéressé. Je vais être clair et beau avec vous. Pour moi, War Machine, il est cool. Mais dans le MCU, bah, pas plus que ça. Il n'a pas vraiment d'importance. La série War Armor donnera peut-être un peu plus de peps au perso, mais il n'a pas vraiment de peps. On s'en fout un peu du perso, moi, je trouve. Hein. Il y a des petits détails intéressants, comme quand il avait sur son armure, il avait le nombre de troncs qu'il avait détruits. Bon, c'est pas trop mal. Dans Iron Man 2, il fait un peu le même boulot. Dans Iron Man 3, c'est juste un petit con, mais dans Iron Man 3, c'est normal, quoi. En fait, le perso, il est correct, je pense, mais pas plus que ça, vous voyez. Néanmoins, il mérite quand même d'être correct un peu élevé. C'est-à-dire que pour moi, il est plus correct que Stein à 100%. Après, ça va jouer un peu par là. Il dépassera pas la chasseuse B15. Il dépassera pas Victoria N. Il dépassera... je pense qu'il va aller là, quoi, en fait. Hein. Voilà. Je sais pas, j'ai jamais été attaché au perso. Sa psychologie, elle a pas vraiment... Elle a pas de sens. C'est mal exprimé. On va dire que c'est pas forcément super intéressant. Son armure évolue un petit peu, mais bon, vraiment. Puis bon, après, il finit paralysé, donc là, tu te demandes. C'était un peu. Je vais pas dire que ça a été mis de côté, mais dans Endgame, c'est vraiment. On s'en fout tout à fait, quoi. Il aurait pu y avoir quelques trucs à exploiter, bon, après, on s'en fout, parce que Endgame, c'est pas du tout le but. Mais, je sais pas. Le perso m'intéresse pas trop. Après, c'est aussi la tête, hein. Autant le premier avait une tête trop ronde, autant lui, il a une tête un peu trop carrée pour le perso. Donc, la tête joue également aussi. Jane Foster, alors j'ai mis l'image de Thor, évidemment ça comprend les 3 premiers films, même si on la voit que dans les 2 premiers. On la voit pas dans Ragnarok, il me semble. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah dans le 1, elle est inutile. Dans le 2, c'est pas trop mal, on la voit pas. Mais dans le 4, elle est blase. Mais étant donné que le 4 ne compte pas encore, en tout cas, le perso va aller par là. Je suis désolé, le perso qu'on a vu dans la bande-annonce ne compte pas encore, d'accord? Quand Thor 4 sortira, je pense que le perso a un potentiel, je dis bien un potentiel, d'aller dans Cool, d'accord? Mais actuellement, le personnage est dans Zephyr. Jane Foster, des 2 premiers films, je sais pas, j'ai aucune attirance pour le perso. Le perso est là, mais bon, on s'en fout totalement, quoi. Enfin, non. Catastrophe. Le perso, de mon point de vue, mérite d'aller là. Je vous dis, Alveus, il y a plein de soucis avec lui, mais alors franchement, Eleanor, au moins, elle y met vraiment du sien dans son perso, quoi. Tu le sens vraiment que c'est un peu une connasse. Jane, je sais pas si c'est l'actrice, peut-être ça se trouve c'est l'actrice en vrai. C'est possible que ça soit même, parce que si je vous mets pas de mais, je la mettrais à peu près au même rang. Mais je sais pas. Non, vraiment, il y a un truc qui fait que j'aime pas peut-être l'actrice aussi. Pourtant, elle est très bonne. Alors, je dis pas bonne dans le sens, hein, je dis bonne dans le sens où elle fait un bon boulot, d'accord? Je tiens à le préciser. Mais en fait, elle a pas un mauvais acting. Elle met ses expressions sur son visage, tout ça, mais je sais pas, elle a un visage qui reste assez figé, je trouve, dans un certain sens, de mon point de vue, d'accord? Et voilà. Après, dans Thor 4, on aura peut-être plus de temps, parce que déjà, elle sera un personnage principal du film.
elle sera Thor, on pourra avoir des scènes de combat, on pourra avoir un développement. Parce que là, entre Thor 1 et Thor 2, le développement du personnage est pas très élevé, en fait. Thor 1, c'est peut-être le meilleur film qu'elle a, parce que Thor 2 est peut-être un peu trop basique, je trouve. Son développement post-Thor, je sais pas. Je sais pas, non, le mérite, mais le perso mérite pas dans nos F-tiers, que pour l'instant. Je sais pas comment elle s'appelle, c'est Janet. Mais l'autre c'est Hope, donc elle c'est Janet. Et Janet dans Ant-Man 2. Ben, on n'en sait pas assez, parce que pour moi elle est aux F-tiers. Mais elle est pas aux F-tiers parce qu'elle est aux F-tiers, elle est aux F-tiers parce qu'elle a un tout petit temps d'écran, elle est pas très développée. Néanmoins, dès qu'elle sort, quand même, elle va aider Ghost. Dès qu'elle sort, vous voyez, elle est là et elle va aider des gens. Donc en vrai, elle est aux, non, elle est aux F-tiers, mais il faut voir où est-ce qu'elle est aux F-tiers, vous voyez. Je pense qu'elle va au-dessus d'Inoc. Parce qu'on a quand même eu tout un petit passif où on la voyait pas, où on s'attachait un petit peu à elle. On se disait, ma mère, tout ça. Puis quand on l'a vue, la première fois, on s'est dit, waouh, elle est badass. La première fois qu'on l'a vue, on a cru qu'elle avait une épée dans l'or, que c'était une aile. Elle a quand même survécu, je ne sais plus combien d'années dans le monde quantique. Il y a un bon potentiel. Maintenant, si je devais définir un peu Ant-Man 3 où est-ce qu'elle pourrait aller, je pense qu'elle pourrait aller dans Correct. Je pense qu'elle montrera pas plus que je pense qu'elle va mourir au début du film, comme Hank en fait. Je pense qu'on la verra quasiment pas. Même si c'est Michel, je sais plus comment on se prononce son nom de famille, donc je vais pas le prononcer à l'oral, mais voilà. Lui, c'est le docteur dans l'agent Carter. Alors, avant de dire waouh, c'est un personnage intéressant, non, c'est un personnage qui m'a ennuyé. Les scènes qu'il avait dans Agent Carter m'emmerdaient. Là, je peux le mettre carrément en mauvais. Mais je vais mettre en moins pire des mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le personnage n'est pas mauvais, parce qu'il a, entre guillemets, un bon développement de perso. Entre guillemets, je dis bien. Mais il m'a tellement emmerdé, c'était tellement ennuyant, on n'avait juste pas envie qu'il conclue sa relation avec Peggy, on n'avait plus rien à faire, qu'au point de te dire, bon bah on s'en fout du perso, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais oui, c'est ça la question, qu'est-ce qu'il fout là? On n'en a rien à faire du personnage. Il a apporté une bonne intrigue, mais il reste mauvais. Le patriote, autrement dit, j'ai rien à dire sur lui, c'est Jeffrey je sais plus quoi, mais le personnage est cool. En vrai il est cool mais sans plus. Je vais me faire comprendre. On va le mettre dans correct assez haut, je pense. Je le pose là pour l'instant. Le personnage est montré comme un directeur du Shield inhumain. Bon, c'est la phase des inhumains dans un agent Shield, on peut rien faire pour que ce soit un inhumain. Ça aurait été un mutant, ça aurait été aussi. En fait, les inhumains dans le MSU sont un peu les mutants dans les comics. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont un peu des bêtes qui a peur les gens. Ça, c'est un peu échanger les rôles. Le personnage est révélé comme une imposture, mais il est bon politique, donc il s'y met pas. Donc il reste quand même directeur du Shield officiellement. Quand il apparaît dans la charpente, il est bien badass, il se sacrifie pour la cause de tous, pour les enfants. Donc il se sacrifie comme il faut quand même. Le perso, je pense qu'il va quand même être moins intéressant que Fitz, parce que Fitz a quand même un développement qui est quand même assez intéressant du personnage, alors que le Patriote, étant donné qu'il apparaît une seule saison, il n'y a pas vraiment de développement derrière, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que le perso va pas trop aller au-dessus de Bullseye. Bullseye a quand même un bon développement de perso en vrai, donc je vais quand même le laisser au-dessus. En vrai, il n'y a que Crossbones. Crossbones, en fait, ça joue entre les deux. Et vraiment, je pense que Crossbones va être au-dessus et qu'on va pas trop en parler. En vrai, je sais pas. Ah, ça me semble bien comme ça. Ouais, non, ça me semble bien. C'est parfait. C'est parfait parce que le perso, quand même, c'est pas vraiment. Je pas envie de dire vraiment on s'attache à lui, mais on s'attache quand même bien, quoi. On va pas se mentir. Jerry Hogarth. Jerry Hogarth, c'est la. Comment vous dire ça? C'est l'avocate dans Jessica Jones qui couvre un peu tout ce qu'elle fait comme conneries. Et ça, j'ai envie de vous dire, je suis plus assez sûr de ce que j'ai vu pour ne pas la mettre là. Jessica Jones, j'ai pas vu les 2 dernières saisons, elle va là. Jamie Woo. Bon, alors je vais pas vous mentir, si je devais le mettre par rapport à son adaptation des comics, il irait tout en bas. Mais comme on s'en fout, parce que c'est donc une adaptation, on peut le mettre où on veut et il va dans Cool. Il va dans Cool parce que on le voit dans 2 médias, donc Ant-Man 2 et WandaVision. Et il a quand même plus de développement que certains personnages. C'est ouf de le préciser.
On espère évidemment le revoir dans Ant-Man 3, mais je ne pense pas. Mais j'aimerais beaucoup le revoir dans Ant-Man 3. Surtout le revoir tout court. En effet, il aurait presque mérité une série à lui, mais le problème, c'est que s'ils avaient fait une série sur Jimmy Woo, elle aurait été très similaire à Agent Shield, qui, je le rappelle, est canon au MCU. De ce fait, Jimmy Woo, on va le mettre donc cool, mais est-ce qu'on va la mettre assez haut ou pas? Si je venais finir WandaVision, je vous dis, waouh, la hype, je l'aurais mis très haut. Mais en vrai, il va pas aller si haut que ça. La hype de WandaVision, on va le mettre en dessous. Étant redescendu, on va le mettre en dessous Philips très largement. Il est quand même cool, mais il n'a pas vraiment de scène de combat. Pour un agent du FBI expérimenté, il n'a pas vraiment de scène de combat super stylée. Vraiment, la scène de la carte est la scène la plus mémorable du personnage, hein, pas de mentir. Donc, je pense que le perso va aller ici. Et va être la nouvelle limite des persos auxquels on s'attache. Voilà. Oh. Voilà. On arrête les conneries 5 secondes. Le personnage est fantastique. Le personnage, déjà, est un agent du Shield un peu violent. Déjà, à partir de là, t'es bien. Le personnage est un génie. Excusez-moi, l'extra lucide a quand même tenu une saison entière avant de se faire démasquer. Et il s'est fait démasquer. Il a quand même réussi à s'échapper quand même. Donc, bon, son final, il s'est pas fait tant capture avec ça. Il a quand même été loin. Il a quand même eu le droit à revenir en saison 7. Et en plus, les scénaristes étaient tellement des génies. Étant donné que l'acteur du premier Gareth a été malheureusement mort d'un cancer, si je me souviens bien, ils ont pris son fils pour jouer la version plus jeune de Gareth. Et son développement en saison 1 et 7 est tout à fait contraire. Au début, il rejoint le Shield, il travaille pour Hydra, et après il rejoint Hydra, il travaille pour le Shield. C'est pas génial. Après, je préfère quand même la version plus âgée, qui est plus mature, plus posée, et qui est quand même vachement plus cool. Mais Gareth mérite largement sa place en cool. Maintenant, si je suis un peu objectif, on va le descendre un peu en dessous d'Hank Pym. Il va largement au-dessus de Bucky, quoi. Très largement. C'est quand même un Deathlock, je vous le rappelle, d'accord? Il a quand même des scènes de combat badass. Puis le perso est cool, hein, il fait face à Fury et cool ça, il en a rien à foutre, hein, je vous le rappelle. Bon, toi Pilgrim, je m'en souviens plus. John Walker. Vous savez, je vais vous dire un truc franc, c'est que John Walker mérite cool juste pour la vague de harcèlement qu'il a reçu. Alors je dis pas ça en mode, il me fait pitié, je le mets haut, attention. Je dis ça en mode, l'acteur a à mon goût tellement bien joué le personnage, dès la première apparition, que les gens sont commencés à se dire, mais c'est qui ce type? Pour qui il se prend? Il a reçu des menaces de mort, je vous le rappelle. Après, il va être dans l'équipe de Madame Hydra. Je vous le rappelle, cette équipe-là, j'en attends beaucoup, beaucoup de choses. Je suis hypé par cette équipe, qui pour l'instant, si je me rappelle bien, comprend lui et Yelena. Après, Yelena, il faut voir un peu. Parce que si j'ai bien compris, du coup, il se trouve que la Madame Hydra, Valentina, je dis Madame Hydra, mais c'est pas Madame Hydra, faut que j'arrête. C'est juste que je lis ça tout le temps sur les réseaux, mais c'est pas Madame Hydra, d'accord? C'est Valentina. Euh, c'est juste que Valentina a menti à Yelena, donc est-ce que du coup, est-ce que Yelena restera avec elle? Je ne pense pas trop, faut voir. Mais du coup, pour l'instant, on a donc un John Walker qui va devenir USA Agent, qui va donc avoir le costume noir classique, qui a quand même du super soldat dans le sang, c'est pas rien, et qui va avoir, du coup, un bouclier, si je me souviens bien. Il avait un bouclier à la fin. Je sais plus s'il avait un bouclier à la fin, on verra. Je sais plus s'il a un bouclier à la fin. Mais en tout cas, il se bat bien. Et à la fin, il a quand même une phase, entre guillemets, de rédemption, où il va se battre, même avec un petit bouclier. Il n'en a plus rien à faire, vous voyez. Donc le perso est bien écrit, l'acteur est bon, c'est juste le personnage, on adore le détester, quoi, si vous voulez. Donc, pour moi, il va aller ici. En fait, le truc, c'est que je préfère un peu tout ce qui est terre à terre aussi, un peu par rapport à tout ce qui est waouh, super extraordinaire, à part quelques exceptions. Mais par exemple, tous les trucs un peu d'espion, de trucs un peu à terre, comme Falcon et Winter Soldier, par exemple, le personnage est quand même cool. Vous voyez? Donc il mérite quand même d'aller un peu au-dessus d'Ella. Le fait, le truc, c'est qu'ils sont quasiment ex aequo. Selon le fait que Ella soit vraiment centré un peu sur Asgard et que lui c'est un peu plus terre à terre, fait qu'il va monter un petit peu devant Ella, quoi. Mais pas de beaucoup, ils sont quasiment ex aequo les deux. Voilà. Alors lui c'est Jonah. Alors Jonah c'est très clairement cool parce que l'acteur, c'est l'acteur de l'ancien Vatalis, hein, mais l'acteur est. Waouh, waouh, pardon, excusez-moi, c'est Runaway, on fera ça plus tard. Justin Hammer est juste une blague en osef tiers.
Le mec, on en a rien à foutre du personnage. Le personnage apparaît dans un film, mais tout le monde s'en tamponne. Il va apparaître dans Armor Wars, mais je pense qu'il va pas forcément être super attrayant, super intéressant. Donc il va vraiment rester à sa place aux F tier, quoi. La question, c'est à quel rang du F tier on va le mettre. Eh ben, il va être en dessous Aldrich Killian, hein. Parce qu'au moins, Aldrich Killian, ce qui était bien, c'est qu'il était le mandarin, entre guillemets. Il avait quand même fondé une organisation, enfin, entre guillemets, fondé, entre guillemets. Il avait Extremis, donc il va être largement en dessous. La question, c'est à quel point. Après, c'est un vrai clown, le personnage. C'est un débile, enfin, il n'y a rien qui va chez le perso. Mais il est écrit comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une erreur, il est écrit comme tel. Donc pour l'instant, mais il va aller là. Parce que en fait, le truc, c'est que ces personnages, entre Hammer jusqu'à Flash, sont écrits pour être des débiles. C'est un peu ça le problème, vous voyez. Sauf Dick qui évolue un peu, mais bon, Dick, on n'en parlera pas. Caecilius. Bon, ouais, Caecilius, c'est sous-côté. C'est-à-dire que pour moi, Caecilius n'est pas forcément intéressant, mais la vague de tout le monde s'en fout alors qu'il ne le mérite pas, c'est un peu dur, quoi. Ah, en vrai, le perso mérite pas que tout le monde s'en foute. Le perso a des trucs, a des moments un peu intéressants, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Maintenant, c'est à quel point il est sous-coté. Est-ce qu'il est vraiment sous-coté au moins que tout le monde s'en fout alors que non? Ou pas. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que Batroc restera le dernier de cette liste. Maintenant, Caecilius, la question, c'est par rapport aux autres. Et on va le laisser là, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que si vous voulez, Darcy, pour moi, elle est sous-cotée vraiment parce qu'il n'y a que dans WandaVision qu'on l'a découverte. Alors qu'il y avait une phase avant WandaVision. Drax, en vrai, je pourrais presque inverser Drax et Darcy, dans un certain sens. Mais je vais pas le faire. Mais dans un certain sens, ça pourrait presque se faire suivant une certaine logique. Darren Cross, c'est vraiment le méchant, entre guillemets, oublié de la phase de du premier film, si vous voulez. C'est que tout le monde s'en fout du perso. Alors qu'en fait, il a un bon potentiel, il est mieux qu'Obadiah Stane. Caecilius, c'est le méchant dont tout le monde s'en fout, qu'il a des scènes de combat stylées, qu'il a quand même tué l'ancienne. Excusez-moi, c'est quand même pas rien, il a tué l'ancienne, hein, je vous le rappelle. Et il s'est fait avoir par Dormammu, parce que Dormammu l'a trahi pour sauver sa propre tête. Mais au final, il a pas vraiment de bon potentiel, mais c'est un Doctor Strange qui a mal tourné en quelque sorte. Pas la version What If, c'est justement la version avant What If. C'est un Doctor Strange qui a vraiment mal tourné, quoi. Donc il est bien à sa place. Karen Page, j'ai pas envie de prendre de risques, pour ça je vais la laisser là, le temps de refaire les autres saisons. Carly Morganto. Je suis désolé, hein. Le perso ne m'intéresse pas. Le perso ne m'intéresse pas. Le perso est une gamine de motivation plus ou moins bizarre. Je peux comprendre sa motivation, mais le fait que ce soit une gamine qui prenne la tête de tous les autres, pour moi il y a un problème dans l'écriture. C'est-à-dire que même moi, imaginons, supposons, hein, que là actuellement la moitié des gens disparaissent. Bon, ok. On a besoin d'aide, donc nous par exemple, on va se retrouver à aller, je sais pas, supposons un très beau pays, l'Italie. Ok, supposons que je me retrouve à aller, moi par exemple, en Italie, et que je me retrouve à aider des gens, et à habiter en Italie, et que je tombe amoureux de l'Italie, parce que c'est un pays magnifique, c'est sublime, et que je me dise, waouh, j'ai envie de rester là-bas toute ma vie. Et donc pendant 5 ans, je fais ma petite vie, bon, peut-être pas 5 ans, peut-être 4, le temps que ça se mette en place. Je sais pas, je donne des années, des chiffres débiles, hein. Supposons que je reste entre 3 et 4 ans en Italie, que c'est toute ma vie, et que j'établis ma vie là-bas. Supposons maintenant que je revienne, enfin que d'autres personnes, donc tout le monde revienne en vie, et qu'on me vire de là, sans préavis, sans rien, en mode bah oui, bah c'était pas à toi. Donc les gens reviennent. Et supposons maintenant qu'il y ait un mouvement de révolution pour éviter que tout le monde se prenne la tête, que ça reparte en guerre, puisque les gens veulent plus ou moins de ça. Donc je vais créer un mouvement pour justement empêcher ça. Là, je serais pas le seul à avoir l'idée, mais surtout, si jamais moi je devais créer un mouvement, je ne laisserai jamais quelqu'un de moins de 18 ans, à 100% c'est sûr, hein, mais même quelqu'un de 19, je ne le laisserai pas faire, mais à quelqu'un de moins de 18 ans, à une gamine, jamais elle ne dirigera ce mouvement. Le fait qu'elle le dirige là dans la série, pour moi c'est un problème. La gamine, elle doit avoir à tout casser, même pas 20 piges dans la série, je sais pas quel âge elle a dans la série, hein. Et elle est trop jeune pour diriger un mouvement de cette envergure, à mon humble avis. Après, elle a quand même réussi à rouler Sharon Carter, qui, je vous le rappelle, est power broker, hein, dans une ville de super criminels. Elle a réussi à entourlouper une grande criminelle. Donc à partir de là, il y a un premier problème, quoi. Donc franchement, elle est vendue comme... Enfin, elle n'est pas assez intéressante, elle n'a pas assez d'impact par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir si elle avait eu une vraie origin story, vous voyez. Et elle est pas assez cohérente avec le reste de la série.
Voilà. Euh, Après, le sens de Flag Smasher prend son sens. En fait, Flag Smasher avec son idéologie, ce qu'elle souhaite faire, ça prend du sens. Donc c'est pas non plus mauvais. Elle va juste rester en mauvaise. Et elle va être moins mauvaise que ce que. Elle au moins, je me suis pas trop emmerdé. J'ai pas forcément aimé le perso tout ça, mais je me suis pas emmerdé devant ces scènes, quoi. Pour ça d'ailleurs que toi tu vas monter au-dessus. Karnak de la série Elements. Alors Elements, Karnak, bah ça va aller à côté de Gorgon. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. Les deux vont ensemble. La question, c'est lequel des deux j'ai préféré. Et j'ai largement préféré Gorgon. Karnak, en fait, le problème, c'est que bon, il y a un bon développement de perso. Hein. Sans aucun doute, il y a un bon développement. Le problème, c'est que le fait qu'il perde son pouvoir trop longtemps, ça sert plus à rien. Au début, ça sert qu'il perd son pouvoir. Je dis pas le contraire. Quand il le perd sur la fin, c'est pourquoi. Pourquoi tu l'as toujours pas récupéré à la fin, quoi. C'est trop long. La perte de pouvoir est trop longue pour qu'il mérite d'aller au-dessus. Alors, Carolina Dean, ça c'est après. Kate Bishop, excusez-moi, Kate Bishop, ça mérite d'aller en haut de cool. Pas tout en haut, mais elle mérite d'aller dans les deux premières lignes maximum, minimum, en tout cas de cool. Pas super cool, parce que c'est pareil, j'ai la petite hésitation. On n'a peut-être pas encore eu assez de Kate Bishop pour qu'elle aille en super cool, mais pour l'instant, elle mérite largement sa place en cool. Ou, ça c'est la bonne question. On s'attache très facilement à elle. Elle devient vite attachante, elle se bat bien, et l'actrice est talentueuse, et c'est tout. Elle n'a pas encore vraiment beaucoup de développement, le personnage. Mais je me suis plus attaché à elle qu'à d'autres persos. Après, si je devais prendre en compte aussi le côté scénaristique du personnage, le fait qu'elle apprenne des choses, elle a quand même, elle a pas du mal à impressionner sa mère, mais vous voyez, le fait est qu'elle prend quand même conscience du sacrifice qu'il y a à faire. Donc pour moi, elle mérite quand même d'aller par là. Peut-être au-dessus de Flèche Noire en vrai. Comme ça, on se fait une petite limite. Le problème, c'est que lui, il est au-dessus de Kate. Et j'ai préféré Kate à Jack. Voilà quand je verrai les choses à la limite. Ça vous va comme ça? C'est pas trop mal. Ça me semble assez bien équilibré. Je préfère largement Kate à Jack, même si j'ai adoré Jack. Je l'ai adoré. Mais je préfère quand même Kate à lui. Mais après, Hank, c'est un truc un peu à part. On a beaucoup plus de développement de personnages. On a. Je sais pas. Ça joue un peu entre deux. Pour ça, on va laisser là, parce que de toute façon, Kate, elle reviendra plus tard. Elle a une marge. On va laisser là pour l'instant. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est l'amie de Shang-Chi dans le film qui porte son nom. Et le perso est... Je sais pas trop en vrai. Non, vraiment, premier degré, j'ai un doute. Le perso est cool, hein. On s'attache un peu à elle, mais vraiment le côté où elle apprend à tirer à l'arc très rapidement après, c'est un peu poussé, mais le film Shang-Chi était quand même génial. Elle mérite largement le correct, quoi. Mais largement, au-dessus de Sitwell. Après, c'est où on la cale, quoi. Elle a eu un seul film, elle n'a pas vraiment super beaucoup d'apparitions dans ce film-là. En vrai, quand je réfléchis, vous savez quoi, j'ai envie de mettre Pierce au-dessus de Hulk, mais il faudrait que je vois mon. Faudrait que je revoie mon. Comment ça s'appelle? Pourquoi j'ai mis Hulk au-dessus de Pierce pour voir ça? Elle va au-dessus de Jeffrey sans aucun problème. Je pense qu'en fait, Crossbones, c'est la limite, on va dire, un peu de développement. Elle n'a pas encore assez de développement pour aller au-dessus. Crossbones, Bullseye ont un développement qui est quand même assez grand entre les séries, alors qu'elle, elle l'a pas encore, parce qu'elle n'a pas que dans un seul film. Donc pour l'instant, au jour J où je fais cette tier list, elle va dans correct. À ce stade-là. Lui, bon, lui, il est aux F tiers, on en a rien à foutre, c'est un criminel. Alors oui, c'est un criminel qui travaille pour le caïd, oui, c'est le plus loyal, et oui, il est prêt à se battre contre Echo, et oui, il a une mort qui est plus ou moins touchante, moi ça m'a rien à foutre, mais le criminel est aux F tiers, les amis, ça c'est officiel. Donc, en tant que personnage aux F tiers, bah, je peux dire que tu m'as vraiment emmerdé. Donc là, ça va être en dessous Aldrin Kill, mais lui m'a diverti. Lui il m'a plus ou moins diverti, lui m'a fait rire. Mais en fait, tu vas aller juste au-dessus de Flash, mais tu vas t'arrêter là. T'es vraiment aux F tiers. Eux, ils m'ont diverti, toi, tu m'as emmerdé. Mais t'es pas encore mauvais, parce que t'as quand même eu un bon développement, entre guillemets. La scène de la mort où tu voulais vraiment pas te battre, il y avait un bon truc. Donc tu mérites quand même ta place, pas tout en bas. Killgrave, bon, en vrai, juste pour être sûr, je vais le mettre là. Mais sachez une chose, c'est que Killgrave ira sûrement assez haut, très très haut. Killmonger. Killmonger, j'aimerais vraiment être très honnête et vous dire qu'il va aller au-dessus d'un ninja là. Pourquoi?
Parce que le personnage dans la série Black Panther est déjà super cool, première chose. Très bon développement de perso, très bonne détermination. Et surtout, bah en fait, What If lui rend bien hommage en fait. What If met vraiment le perso en avant. Que ce soit son épisode où il devient un génie, qui devient roi du Wakanda, ce qui est cool. Ou alors, l'épisode de... Excusez-moi. L'épisode final, où c'est quand même un humain qui a quand même eu les pierres de l'infinité. Je tiens à vous le rappeler quand même. Et lui, il n'était pas en train de souffrir. Hein. Il est en train de péter le multivers quand même. Je vous le rappelle. Hein. Le perso est stylé. Mais malgré ce qu'on a vu dans What If, je suis quand même prêt à me dire que si celui qui a eu le développement de Black Panther était ramené à la vie pour Black Panther 2, il serait un bon roi. Voilà, je tiens à le dire. Celui de What If a pas vécu les mêmes choses. Voilà pourquoi pour moi il était resté mauvais. Et maintenant, c'est où est-ce qu'on va le mettre? Ah. Bah en fait il est bien là, non? Non, il est bien à sa place en vrai. Bah, c'est-à-dire que Mdal, il a un côté vraiment charismatique, vraiment. Après, il est peut-être au-dessus d'Emdal quand même pour être objectif. J'étais subjectif, ce serait inverse, mais pour être objectif en termes d'apparition et d'intéressement. Après, Christine, je suis désolé, mais cette Christine-là, elle a vraiment un quota d'excellence à l'écran. Bon, ça c'est ça. Alors, c'est qui elle? What? Qui es-tu? Attendez 5 secondes là. Attendez, je mets ça parce que je verrai dans mes dossiers pour voir son prénom. C'est qui cette fille? Qui est cette femme? Attendez, tier list. Tier list en K. Kiss Leon? Mais c'est qui cette femme? Attendez, je regarde sur internet maintenant. Attendez. Kiss Leon? Kiss Leon MCU. Kiss Leon est une violoncelliste et professeure de musique qui a une liaison avec Jerry Hogarth pendant plusieurs mois. Ah, mais c'est dans Jessica Jones. Ah oui, non, mais alors là, j'ai pas vu encore. Ok, excusez-moi. Autant pour moi. Petit. Oui, non, j'ai pas encore vu. Lui, c'est le perso. Bon, peut-être pas littéralement, mais un peu aux effetières des Gardiens de la Galaxie, qui a remonté un tout petit peu intéressant dans les Gardiens de la Galaxie, enfin dans What If, qui va aller dans aux effetières, quand même. Mais il va aller quand même un tout petit peu haut, puisqu'il mérite quand même une certaine place. Je sais pas. Et en fait, le fait qu'il apparaisse aussi dans. Comment ça s'appelle? Dans Captain Marvel, c'est bien. Ça lui donne un peu de profondeur, un tout petit peu, parce que c'est quand même des PNJ en arrière-plan. Mais il apparaît, il a une certaine importance. Il a une petite origin story. Je sais pas, je le vois pas. En fait, je le vois pas aller là, en fait. C'est-à-dire qu'il va aller juste là pour moi. Voilà, ça s'arrête là, quoi. Et là encore, il va là parce qu'il y a eu la même chose. Sans Captain Marvel, je pense qu'il serait allé par là. Vous voyez? Captain Marvel donne une certaine profondeur, donne une certaine... En fait, le truc, c'est que on va dire que pas la force, mais l'équipe de Captain Marvel donne un peu de balassitude au personnage. Parce que les autres n'ont pas forcément eu beaucoup eu, quoi. Korg, alors je sais que Korg, c'est un peu le mec, c'est cool, hein, mais en vrai, il est un peu... C'est pas un troll, mais il n'est pas super, quoi, pas de mytho. Donc pour moi, il est surcoté. Mais surcoté tout en bas. C'est-à-dire que c'est pas le plus surcoté. Mais les gens l'apprécient trop pour ce qu'il est. C'est juste un tas de pierre, je vous le rappelle. Donc, il a psy de Punisher, voilà. Donc là, on est à L, donc l'abomination. Parce que j'ai mis le L apostrophe. Donc là, on est à L. Ça, c'est pour la semaine prochaine. On avancera, je sais pas jusqu'à où. Peut-être jusqu'à S. Scott Lang, Serge, Sam Wilson. On irait jusqu'à Sam Wilson, alors ce serait ça. Ouais, il y a une tête différente. Non, c'est un peu trop grand peut-être. On va diviser ça en 3 encore. Ah, je compterai, je diviserai par 3. Donc on en a encore pour 3 semaines du coup. C'est pas mal. On a bien avancé aujourd'hui, je suis content. C'est pas trop mal, dis donc. Ok, il est quelle heure? Il est 15h46. Ok, ça fait une petite heure et quart de Super Smash Bros. Ça va, c'est fine. Ce que je propose du coup, c'est de mettre pause. Voilà, une petite pause rapide. C'était cool de faire la tier list en tout cas. C'était vraiment cool, hein. On s'est bien amusé, je trouve.
Puis franchement, c'est un bon projet. Et du coup, après les trois, quand on aura fini, je ferai la première mise à jour de Runaway. Après, j'en ferai une de Hellstrom. Parce que je suis en train de regarder Hellstrom en ce moment. Pas super ouf, mais quand même. Du coup, il y aura deux mises à jour qui apparaîtront quand on aura fini. Bien évidemment, Runaway profitera d'une mise à jour de personnage. Hellstrom, je ne sais pas encore, mais Runaway, c'est sûr.